à toutes et tous. Merci beaucoup d'être si nombreux aujourd'hui. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Donc on est heureux de recevoir Thomas Ciboulet, analyste en relations internationales, qui était déjà passé chez nous en novembre 2022 sur les Balkans, c'est ça? Très très intéressant. Et plus près. Oui, il faut que tu... Et c'était un plaisir de l'avoir à nouveau avec nous aujourd'hui pour les Émirats Arabes Unis. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors oui, analyste en relations internationales, ça fait un petit peu pompeux, hein, mais c'est parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc sur lequel j'étudie depuis un bon moment, qui n'est pas mon travail de la vie de tous les jours. Mon travail, c'est être commercial dans l'informatique, mais j'ai travaillé un moment de ma vie aux Émirats, et ça explique entre autres le fait que j'y ai vécu, plus le fait d'avoir étudié le sujet, que je vous en parle aujourd'hui. Je vais lancer le chrono, sinon je ne vois pas parler. Petite télécommande. En introduction, j'ai fait mon master en communication et à un moment j'avais eu un cours de communication. Je présente tout de suite cette conférence, d'habitude je sais faire assez académique, là je vais faire peut-être un petit peu moins académique, un petit peu plus avec des anecdotes, avec des références personnelles, pour l'exposer un petit peu plus vivant. Donc ça ne sera pas quelque chose d'un universitaire, mais ce sera un petit peu plus informel avec des anecdotes. Et la première anecdote que je vais vous raconter, il y en aura beaucoup dans l'introduction, c'est mon master en communication. Avant de partir travailler aux Émirats, je suis parti travailler aux Émirats sur la fin de mon master, j'avais eu un cours sur lequel il fallait communiquer et réfléchir à une stratégie de communication pour une entité, une personne qui est mal vue. Comment améliorer cette communication. Et moi je l'avais fait sur les pays du Golfe et je l'avais intitulé Le pêcheur de perles, qui est aussi le nom d'un opéra de Bizet, si je ne me trompe pas. Parce que les Émirats, avant la découverte du pétrole, c'est principalement un pays avec beaucoup de pêcheurs de perles. Et c'est la première petite anecdote que je voulais faire, cette référence. Pourquoi je suis parti aux Émirats? Je suis parti plusieurs fois dans mon master et je suis parti quelques fois après, et je suis parti surtout en 2016 pour travailler. Parce que c'est un pays sur lequel il y a énormément de clichés, énormément d'idées préconçues. Et mon objectif aujourd'hui, ça va être de discuter de ces idées, de vous en parler. Pas forcément de dire qu'elles sont fausses. Je vais dire souvent des choses qui vont être un petit peu approximatives. Des fois, ça va être plus des ordres de grandeur que des chiffres précis. Je vais dire des choses, des fois, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Mon but, c'est absolument pas de vous convaincre de quoi que ce soit, de vous dire les Émirats, c'est comme ci, c'est comme ça, de vous dire une vérité ou une autre. C'est plus de questionner certaines de ces idées préconçues, d'où le titre qui est au-delà des mythes et les mirages. C'est un truc un petit peu facile parce que c'est un pays qui est dans le désert. Au-delà de toutes ces idées préconçues. La première que j'avais entendue, qui m'avait beaucoup fait rire, c'est il y a quelques années, une collègue qui me dit « Les Émirats, j'y suis jamais allé, mais je connais par cœur. C'est Disneyland là-bas. » Il n'y a personne qui aurait eu l'idée de dire « L'Égypte, je connais par cœur sans y être jamais allé parce que j'ai lu Astérix et la mission Cléopâtre. » Il n'y a personne qui dirait « J'ai vu Gladiator, donc l'Italie, je vais besoin d'y aller, je connais par cœur. » Il y a très peu de pays où on se dirait « J'ai pas besoin d'y aller pour connaître par cœur. » Mais les Émirats, il y a au moins une personne qui en est capable, mais cette personne, à mon avis, c'est pas une personne, c'est représentatif d'un ensemble d'idées où on se dit les Émirats, je connais, j'ai vu à la télé, c'est des investissements, c'est ceci, c'est plein de choses qu'au final, et si on connaît vraiment, et après y avoir vécu, je pense que non. Et déjà avant d'y avoir vécu, la phrase qui m'interrogeait beaucoup, c'est les gens qui me disaient aux Émirats, il n'y a pas de culture. Et donc la première fois où je suis allé, c'était en 2014, je partais en Malaisie, j'avais travaillé là-bas et je faisais l'escale en Malaisie. Et je m'étais dit, je vais aller voir, moi je vais découvrir qu'il y avait cette culture dans les Émirats. Et après 2 jours en escale, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est pas évident de trouver de la culture dans ce pays, en tout cas pas au sens le plus classique de ce qu'on entend. La culture émirati, je ne l'ai pas forcément vue. Je suis resté 2 jours. Donc je ne suis pas arrêté là-dessus en me disant, bon, c'est bon, il n'y a pas de culture. Mais j'ai dit, ok, je comprends pourquoi les gens disent ça. Et j'ai continué. J'y suis retourné une fois, je suis retourné une 2e fois, et je suis retourné une 3e fois pour travailler, je suis retourné encore quelques fois après. Et quand j'y suis allé, j'ai rencontré un avocat qui s'appelle Maître Morinière, donc moi je travaille à la Chambre de commerce française d'Abu Dhabi, et il m'a dit, je l'avais rencontré sur un salon, il m'a dit passe me voir dans mon bureau, je t'expliquerai un petit peu comment fonctionne ce pays. Quelqu'un de très intéressant, parce que la première chose qu'il m'a demandé c'est pourquoi j'étais venu. Et déjà quand on est un stagiaire et qu'on vous demande pourquoi tu es là, c'est toujours valorisant. Il m'a écouté, il m'a expliqué, et du coup j'ai mieux compris, en travaillant à la Chambre de commerce française, certaines réalités de ce pays que j'avais pu voir par des lectures, que j'ai pu approfondir par d'autres lectures après,
et que je vais vous partager après. Et je résiste pas, je ne sais pas si c'est adapté pour le public, mais il y a un rappeur qui disait il n'y a pas longtemps, dans une chanson, je suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre. Le rappeur qui est Medine, si vous vous intéressez au rap français. Excellent rappeur par ailleurs, mais cette phrase qui fait ressortir là aussi une nouvelle idée préconçue de dire aux Émirats, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y avait des pêcheurs de perles, et l'histoire commencerait avec l'arrivée du pétrole, où là d'un coup on a construit plein de choses, etc. On va revenir sur chacune de ces idées au fur et à mesure, dans un plan qui ne sera pas du tout celui qui suit ces questions, mais c'est pour que vous ayez en toile de fond le type de mythe, ce que j'appelle les mythes, c'est ce type de questions. Aux Émirats, il n'y a pas de culture, les Émirats, je connais par cœur, c'est Disneyland, et aux Émirats, il n'y a pas d'histoire. On va essayer de mieux comprendre pourquoi on se dit ça, et il y a des raisons, et des raisons qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs, et bon, de dire que c'est pas vrai, ça je vous spoil tout de suite, mais oui, toutes ces affirmations sont fausses. Et voilà, de questionner un petit peu pourquoi on se pose ces questions. Tac. J'aime beaucoup faire dans mes conférences toujours une mise en contexte. On commence par un petit peu de géographie et d'histoire, qui est fondamentale, la géographie toujours, et l'histoire en particulier, puis on pourra se rendre dans ce pays, il n'y a pas d'histoire. La géographie, les Émirats Arabes Unis, ça ne nous aura pas échappé, c'est un pluriel, donc il y a plusieurs Émirats. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé, quand je travaillais là-bas, où on était à Dubaï, on me dit, je dis moi je suis de la chambre de commerce d'Abu Dhabi, française d'Abu Dhabi, on me dit mais alors c'est un autre pays? Ah non, c'est le même pays. Donc déjà il y a des gens qui pouvaient venir sur un salon prospecter aux Émirats, sans savoir quelle est la capitale des Émirats Arabes Unis, la capitale étant Abu Dhabi, c'est pas Dubaï. Le plus connu dans les médias, on va dire que c'est Dubaï, vous avez aussi Abu Dhabi qui sont les principaux. Première chose très importante, on va y revenir au fur et à mesure, vous voyez sur la carte, Abu Dhabi, c'est immense comparé au reste. C'est-à-dire les Émirats, c'est 80% du territoire, c'est Abu Dhabi. Ensuite, vous avez Dubaï. Alors, je mets toujours des cartes, malheureusement, il n'y a jamais de cartes qui me conviennent parfaitement, donc je vais toujours critiquer les cartes. Vous verrez ici dans cet imbroglio que tous les autres Émirats sont mélangés, et en plus les couleurs sont pas bonnes. Ici, c'est marqué comme c'était Abu Dhabi ou Ajman, mais Ajman, c'est pas Abu Dhabi. Ça, de mémoire, c'est plus le territoire de Dubaï, mais je peux me tromper. Bon, la carte n'est pas parfaite, mais vous avez l'ordre de grandeur. Abu Dhabi, 80% du territoire, Dubaï, et 5 autres Émirats autour, au nord, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah et Al Fujairah, qu'on appelle souvent les Émirats du Nord, pour des raisons évidentes d'un point de vue géographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je vais essayer d'aller relativement vite sur l'histoire, je vais couper beaucoup par rapport à tout ce que je voulais dire, parce que ça serait très complexe. Les Émirats se trouvent géographiquement ici, frontalier de l'Arabie Saoudite, de Oman et à proximité du Qatar. Juste en face, vous avez l'Iran, vous avez par ici le Bahreïn et le Koweït, qui sont deux autres pays du Golfe. Les Émirats, sous la colonisation, suite à l'Empire ottoman, étaient une possession britannique. C'est un protectorat britannique. C'est une côte que les Anglais appelaient la côte des pirates. Parce qu'en gros, les Britanniques avaient besoin de relier l'Inde à l'Irak, au Koweït, et il y avait des pirates sur la route. Donc ils ont dit c'est la côte des pirates. Eux, de leur point de vue, ils sont surtout chez eux, ils voient des navires britanniques qui viennent sur leurs eaux. Donc, logiquement, quand il y a un envahisseur, on attaque. Peu importe. Ce sont donc des Émirats qui sont sous protection britannique, qui accèdent à l'indépendance en 1971. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'au moment où ils accèdent à l'indépendance, vous avez deux immenses voisins qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux avec des visées potentiellement impérialistes. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui s'est énormément étendu entre le début de l'épopée des Saouds jusqu'à 1932-1934, la création de l'État moderne et une frontière qui est mal délimitée, donc des risques d'intervention et d'annexion d'autres portions du territoire. Et l'Iran qui est en face, qui a toujours été une très grande puissance culturelle sur la région, mais aussi une puissance économique et aussi une puissance politique. L'Iran, dès l'indépendance, annexe quelques îles au nord d'Abu Dhabi. Des îles qui sont soit celle-ci, soit celle-là, je ne saurais plus vous dire. Mais donc, dès le début de l'indépendance, il y a déjà deux grandes menaces qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Qui plus est, les Britanniques, quand ils s'en vont, ils craignent le contexte géostratégique autour. Donc là, vous voyez une carte qui doit être dans un manuel scolaire, si je ne me trompe pas. Des alliés des Occidentaux et de l'URSS. Alors bon, on pourrait questionner cette carte sur beaucoup de choses, mais vous voyez quand même la logique globale qui est, on est en contexte de guerre froide, on est en contexte avec l'arrivée du communisme qui est quand même présente, notamment au Yémen du Sud, mais aussi avec une rébellion, le Yémen du Sud, seul pays arabe ouvertement communiste. Une rébellion communiste aussi dans le sud de Oman à l'époque, un fort mouvement syndical qui existe, pas forcément fort, mais qui existe en Arabie Saoudite, un fort mouvement syndical au Bahreïn. Vous avez des pays à l'inverse qui sont plus tiers-mondistes,
parfois sous la coupe du nationalisme arabe, qui peut être le panarabisme ou un nationalisme local mais avec un nationalisme arabe. Donc vous avez des pays comme ça qui peuvent être plus ou moins alliés sur l'URSS comme l'Égypte jusqu'à sa date, après ça change, comme la Syrie, comme l'Irak. Et vous avez d'autres pays qui sont à l'inverse plus proches des Britanniques, qui sont les pays alliés sur soit des pays de l'OTAN comme la Turquie, des pays comme l'Iran, ça va changer en 79, on y reviendra juste après, et les pays du Golfe. Donc quand les Britanniques partent, ils ont quand même intérêt à ce que la région reste relativement sous leur influence. Sauf que, quand ils partent, vous avez ces 7 Émirats plus le Bahreïn plus le Qatar, qui sont donc de toutes petites entités, qui n'ont pas une très grande puissance, qui sont envahis par 2 grandes puissances potentiellement impérialistes, et plein d'idées communistes, tiers-mondistes, syndicalistes, qui sont potentiellement, et panarabistes, potentiellement dangereuses pour les Britanniques, et pour les pouvoirs qui étaient alliés aux Britanniques. Comment le pays pourrait s'en sortir? Le pays qui n'existe donc pas encore, puisqu'il n'est pas encore indépendant. Et bien vous avez un homme, qui est celui qui est à droite sur la photo de gauche, qui est Sher Zayed, exactement. Sher Zayed qui est considéré comme le père des Émirats. Sher Zayed, c'est l'émir d'Abu Dhabi, depuis 1966 quand il a fait un coup d'État contre son frère, un coup d'État pacifique, et il est toujours présenté comme étant l'homme qui a eu la vision de créer les Émirats Arabes Unis. Bon, évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y a de la propagande qui est là derrière. Néanmoins, je n'ai pas de problème à critiquer la propagande quand elle est là. Il faut quand même reconnaître que unifier 7 Émirats sur 9, dont aucun n'était particulièrement ami à la base, voire qui pouvaient être en guerre, c'était le cas de Dubaï et Abu Dhabi à l'époque, les unifier dans un pays, c'est pas du tout évident dans ce contexte. Donc, évidemment, quand les Émirats aujourd'hui mettent Sher Zayed comme le leader, la vision, le fondateur des Émirats, il y a une stratégie de propagande derrière, une stratégie de légitimation. Il faut reconnaître aussi que c'est pas un travail facile qu'il a eu à faire et qu'il a réussi à faire. On le voit à gauche avec l'émir de Dubaï. Alors le problème des émirs de Dubaï, c'est que je confonds toujours entre le père, le fils et les 2 frères. Normalement, c'est Sher Rachid, le père, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc là, c'est la photo qui scelle, entre guillemets, leur amitié. On reviendra, l'amitié, elle n'est pas totale, mais ils sont alliés pour faire partie d'un seul et même pays. Et ici, vous avez une image qui était pour le cinquantenaire de l'indépendance des Émirats et de l'unification des 7 Émirats. C'est 6 Émirats au début d'ailleurs. Ras Al Khaimah rejoint seulement en 71, un an après les 6 autres. Le Qatar et le Bahreïn, pour tout un tas de raisons, ont préféré être indépendants. Abu Dhabi a eu un avantage pour unifier les Émirats en un seul et même pays, qu'on voit sur cette carte. Sur cette carte, vous avez les champs de gaz et de pétrole. Pétrole et de gaz, exactement. Si vous vous souvenez un petit peu de la carte précédente, il y a déjà un élément fondamental que très peu de gens savent, pas assez de gens savent sur les Émirats avant d'en parler, c'est que l'essentiel des champs de pétrole et de gaz se trouve à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, que ce soit en offshore ou en onshore. Dubaï, il y en a. Alors il y en a qui disent que maintenant il n'y en a plus, je ne sais pas si c'est vrai, peu importe. Mais c'est pas énorme. Sharjah, Al Koweït, on n'en parle pas, Ras Al Khaimah un petit peu. L'essentiel est à Abu Dhabi. Quand vous êtes l'émir d'Abu Dhabi, 80% du territoire, et que vous avez 92% des ressources de pétrole, alors, encore faut-il exploiter ce pétrole, ce qui n'était pas le cas du frère de Sher Zayed, Sher Bout. Lui, il ne voulait pas exploiter le pétrole, il voulait rester dans une vision très renfermée sur le pays, très conservatrice. Sher Zayed, c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il a une vision, parce qu'il s'est dit, on va utiliser le pétrole pour créer un pays, pour moderniser ce pays, et pour en faire un État moderne. Donc c'est aussi de là que vient cette idée de vision. Et il se met d'accord avec ses camarades présents sur la photo ici, sur l'image que j'ai mis en photo. C'est aussi un grand rapport de force de dire « je suis l'émir le plus puissant de la région, on peut créer une fédération, vous avez chacun votre autonomie dans vos émirats, je redistribue une partie de la rente du pétrole, mais je garde quand même une grande partie du pouvoir, qui est partagée principalement entre Abu Dhabi et Dubaï, un petit peu Sharjah également, les autres beaucoup moins. » C'est une question de rapport de force. Quand vous êtes Al Koweït, vous n'avez aucune ressource, on vous propose de partager un petit peu de pétrole pour vous développer, ou alors d'être un État complètement indépendant face à Oman, l'Iran, l'Arabie Saoudite et tous les autres problèmes potentiels autour. Bah, les autres Émirats ont choisi l'unification sous la houlette de Abu Dhabi. Encore un petit peu de contexte historique. Vous avez ici une carte qui n'apporte pas grand-chose si ce n'est de la géographie. On est en 1980, 79-80. 79, révolution islamique en Iran. 1980, invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Vous avez le Pakistan qui est à côté. Je rappelle, les Émirats, c'est juste ici. Ça, c'est le Qatar. Là, c'est les Émirats du Nord avec le bout qui est la péninsule de Nusan Dam qui est à Oman. Donc l'Iran, c'est juste en face.
Le Pakistan, c'est quasiment juste en face, l'Afghanistan, c'est pas si loin. Au même moment, vous avez aussi la guerre au Liban en 75, qui commence et qui dure jusqu'en 90. Donc 75, guerre au Liban, 79, révolution islamique, 80, invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, 80, guerre Iran-Irak. On est à une époque où la région est quand même relativement déstabilisée. On pourrait même rajouter la Syrie qui connaît un soulèvement par les frères musulmans qui est réprimé dans le sang en 82. On pourrait rajouter l'assassinat de Sadat, je ne me souviens plus la date exacte, en Égypte. Et si mes souvenirs sont bons, c'est également en 82 ou 84. En tout cas, entre 79 et 85-90, toute la région est potentiellement instable. Qui plus est, on est dans une époque où les pays alliés de l'Union soviétique s'essoufflent en général économiquement. C'est le cas bien sûr de l'Union soviétique, c'est le cas des pays des blocs de l'Est, c'est le cas d'autres pays comme l'Inde, qui a un modèle très protectionniste, mais qui commence à subir les crises financières ou autres, et également ce même protectionnisme, qui fait que l'ensemble de la région connaît des mutations, y compris sur l'Inde et le Pakistan. Et c'est dans ce contexte que va apparaître ce que je vais appeler par la suite le mythe des Émirats. Il faut avoir tout ce contexte en compte. C'est pas uniquement le pétrole, sinon le Koweït aurait la même trajectoire que les Émirats, Bahreïn aurait la même, le Qatar l'aurait eu avec le gaz. Le Qatar, il y a très peu de pétrole, il y a du pétrole, mais il y a surtout du gaz qui est découvert dans les années 90. Mais les pays de la région auraient tous pu potentiellement être pareil que les Émirats. Pourquoi les Émirats ont plus que d'autres cette image? Et ben on va y arriver dans cette deuxième partie que j'appelle la construction du mythe. Bon, j'ai mis des titres de parties plus pour mettre un petit peu de rythme, on sort de la partie historique, on va arriver dans un petit peu d'histoire encore, mais plus dans le cœur du sujet que je voulais aborder avec vous. Vous avez ici un port qui s'appelle Jebel Ali, à l'ouest de Dubaï, qui se trouve à Dubaï. Ça, j'ai pas la date exacte, mais on va dire que ça va être dans les années 79, peut-être 80. Ça, c'est le port de Jebel Ali aujourd'hui. Le port et la zone franche. Jebel Ali, c'est le symbole pour moi. C'est comme ça c'est une analyse totalement personnelle. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose d'académique, mais moi, c'est ce que je représenterais comme le symbole de ce qui fait des Émirats, le mythe des Émirats. C'est que toute la déstabilisation autour dans le Moyen-Orient, ça a amené à une fuite des capitaux, à une fuite de personnes qui avaient besoin de sécuriser leurs capitaux, qui sont partis dans une zone franche qui venait d'ouvrir, donc une zone franche, ça veut dire on ne paye pas d'impôts, qui était à Jebel Ali. Comment on ne paye pas d'impôts dans cette zone franche? C'est simple, il suffit de faire de l'import-export. Si vous voulez vendre aux Émirats, ça ne marche pas. Il n'y a pas de zone franche qui permette de vendre officiellement aux Émirats. En revanche, vous pouvez tout à fait avoir des entrepôts ici, vous importez de France, vous aurez exporté vers l'Inde, sans problème. Vous stockez vos produits d'Iran, et vous les réexportez s'il y a besoin, sans problème. Vous voulez importer des produits américains et les réexporter vers l'Iran, sans problème. Alors, il y a des sanctions, mais il y a des entreprises qui s'en fichent des sanctions. Si vous êtes une entreprise iranienne qui vit en Iran, d'une façon ou d'une autre, vous trouvez un moyen de récupérer des choses et les réexporter. Vous voulez envoyer des produits vers l'Inde qui sont extrêmement taxés, et vous êtes un entrepreneur un petit peu filou qui sait un petit peu comment vendre des choses sans passer par les vraies douanes. Si vous êtes de France, c'est un peu compliqué, parce qu'en France, on va dire qu'on regarde plus dans le détail qu'est-ce qui est importé et exporté. Dans une zone franche, on regarde moins. Et donc, vous avez l'ensemble des populations de la région qui ont pu profiter de cette première zone franche. Maintenant, il y a des zones franches partout aux Émirats, mais la première historique fondamentale qui a permis un grand développement de cette économie de plateforme, c'est celle de Jebel Ali, à Dubaï. Pas à Abu Dhabi, à Dubaï. Le Koweït était potentiellement plus riche à l'époque, mais le Koweït connaît une crise économique financière à partir de 82 qui se transforme en crise politique, et surtout, le Koweït est envahi par l'Irak en 90. Bahreïn, c'est pas aussi stable que les Émirats, il n'y a pas autant de ressources pétrolières que les Émirats. Le Qatar, comme je vous ai dit, le gaz il est découvert seulement dans les années 90. Avant ça, le Qatar c'est un pays qui est relativement instable. Le seul pays qui arrive à ce moment à être vraiment la plateforme, c'est les Émirats. Il y a eu d'autres pays qui l'étaient avant, Bahreïn a été une époque, le Liban était la place financière par excellence du monde arabe dans les années 60, mais le Liban, il est en guerre civile. Bon, évidemment, il y aurait pu y avoir plein de choses qui fassent que les choses évoluent. C'est un ensemble de concours de circonstances, mais ce qui fait des Émirats les Émirats, c'est à la fois le pétrole d'Abu Dhabi, et à la fois la stratégie de Dubaï, qui ensuite va être récupérée par d'autres Émirats, mais Dubaï est toujours en pointe là-dessus, cette stratégie d'être une place où tous les capitaux
qui a besoin de sécuriser ou qui potentiellement peuvent être parfois un petit peu douteux, ont un havre de paix dans la région. Vous êtes aux Émirats sur un axe qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est. Vous êtes sur un axe qui relie l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud aux pays ex-soviétiques. Dans les années 90, beaucoup de peuples de l'Union ex-soviétique vont investir leurs capitaux aux Émirats. Et alors depuis la guerre en Ukraine, les Russes qui sont là-bas, c'est encore une autre échelle. Chaque fois qu'il y a besoin de sécuriser les capitaux dans une place qui est sûre et qui en plus est dynamique économiquement, les Émirats vont devenir progressivement une destination de choix qui fait que tout le monde y va pour du business, pour de l'image, et c'est à partir de là que va se construire potentiellement, progressivement ce mythe. Je reviendrai sur quelques exemples à la fin, notamment sur la France. Mais pas que. Abu Dhabi et Dubaï, je vous ai dit, c'est deux Émirats qui étaient en guerre à la base. Alors en guerre, c'était pas la guerre 14-18 non plus, mais c'était pas des Émirats qui s'appréciaient, qui ont réussi à s'unir, mais c'est pas parce qu'ils se sont unis que tout se passe toujours bien. Dubaï arrive à se développer beaucoup plus vite qu'Abu Dhabi pour un ensemble de choix stratégiques qui ont été faits, qui n'auraient pas plu à Sheikh Zayed à la base. Sheikh Zayed décède en 2004 de mémoire, et c'est son fils Sheikh Mohammed qui prend le pouvoir en 2004. Et à partir de là, Abu Dhabi va essayer une stratégie de rattrapage de Dubaï qui donne plus ou moins de résultats, qui ne permettent pas tout de suite de rattraper, mais qui donnent quelques résultats. En revanche, donc là je n'ai pas précisé, vous avez les deux chefs actuels de Abu Dhabi à gauche, Dubaï à droite, les deux s'appellent Sheikh Mohammed, mais pas de la même famille du coup. À gauche c'est la tribu des Al-Nahyan, à droite la tribu des Al-Maktoum. Mais un élément fondamental, en termes symboliques, très important pour comprendre cette rivalité. Vous avez ici une tour, que vous connaissez peut-être, la plus grande tour du monde. Vous la connaissez sûrement sous le nom, si vous connaissez le nom, Burj Khalifa, la tour du calife. À la base, elle s'appelait la tour de Dubaï, Burj Dubaï. Parce que c'était à Dubaï, qui voulait construire la plus grande tour du monde, donc beaucoup d'investissements, beaucoup de choses, à une époque du boom économique de Dubaï, notamment sur un domaine parmi d'autres, mais il y en a un qui fonctionne très bien, qui est l'immobilier. Sauf que cette tour, elle commence sa construction dans les années 2000. On arrive en 2008, il y a une crise financière mondiale, ce qui n'est pas spécifique aux Émirats. Et à partir du moment de cette crise financière, et Dubaï, c'est une ville qui n'a pas tant que ça de pétrole, qui vit beaucoup des investissements, et l'avocat dont je vous parlais au début m'avait dit ça vit de la dette. Alors pas de la dette, forcément des crédits, etc., mais ça vit des investissements. Le jour où ces investissements disparaissent, Dubaï fonctionne un petit peu moins bien. Et le problème, c'est en 2008, ça a commencé à s'estomper ces investissements, et Dubaï s'est retrouvé dans une situation de quasi-faillite. Comment faire pour que tout se finisse bien dans le meilleur des mondes? Dubaï a pu faire appel à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est pas la même structure économique. Et pour avoir travaillé du coup à Abu Dhabi et la chambre de commerce, donc pour aider les entreprises qui voulaient s'implanter sur place, vous voulez vous implanter à Dubaï et à Abu Dhabi, vous choisissez selon votre secteur économique. Vous êtes une banque, il y a beaucoup plus d'opportunités à Dubaï. Je dis pas qu'il n'y a rien à Abu Dhabi. La banque, Dubaï, il y a des opportunités énormes. Le retail, la vente au détail, Dubaï, il y a des opportunités énormes. Par contre, si vous êtes dans le pétrole, dans l'industrie lourde, dans le militaire, c'est quand même plutôt Abu Dhabi. C'est quand même la capitale, c'est quand même l'industrie lourde, et c'est là où il y a le plus de capitaux parce que c'est l'argent du pétrole. L'argent du pétrole, c'est pas l'argent des investissements qui part quand il y a une crise financière. C'est un argent qui reste physique. Alors s'il y a une crise pétrolière, c'est un autre problème, mais vu la quantité de pétrole à Abu Dhabi, ils s'en sortent en général. Et donc Abu Dhabi avait suffisamment d'argent pour renflouer les caisses de Dubaï, pour permettre de finir cette tour. Mais il y a quand même des petites rancœurs qui font que Abu Dhabi a dit ok, on finance votre tour, mais elle s'appelle pas la tour de Dubaï. Elle s'appelle la tour du calife, on trouve quelque chose de consensus, un consensus, quelque chose de consensuel, mais vous ne l'appellerez pas la tour de Dubaï. Et il faut avoir en tête jusqu'à aujourd'hui que quand on voit des entreprises émiriennes, on devrait dire normalement, je vais utiliser l'un comme l'autre, qui sont en compétition sur un marché, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est les gens d'Abu Dhabi ou de Dubaï? Ou de Sharjah, mais en général Sharjah ça va être moins important comme émirat. Sharjah c'est une sorte de grand entrepôt de Dubaï, qui aurait pu se développer très bien, mais ça s'est pas aussi développé que Dubaï au final. Les autres émirats sont pauvres, donc je ne reviendrai pas forcément dessus. Mais il faut avoir en tête, quand il y a un fonds d'investissement qui investit, est-ce que c'est un fonds d'Abu Dhabi ou de Dubaï, ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin. Au sein même des familles royales, il peut aussi y avoir des conflits. Alors j'ai hésité à laisser cette slide parce que ça, je suis là normalement pour aller au-delà des mythes, et ça risque plus d'alimenter des mythes parce qu'on va dire les familles royales, il y a des choses un petit peu obscures. Mais je me suis dit on va le laisser quand même. Vous avez à gauche une dame qui s'appelle Fatima bint Mubarak, qui était pour l'anecdote la personne dont la rue dans laquelle j'habitais avait donné son nom.
C'est un nom qui peut sembler anecdotique, c'est le nom d'une des femmes de Sherzayed. Mais, pour quel est son nom de rue, c'est que cette femme n'est pas n'importe laquelle. Elle est appelée souvent la mère des Émirats, la mère de la nation, parce que c'est la femme qui était la préférée, paraît-il, de Sherzayed. C'est surtout celle dont les enfants sont ceux qui sont au pouvoir maintenant. Cheikh Mohammed est le fils de Fatima bint Mubarak. Ce qu'il faut avoir en tête, et là je vais faire un détour par un autre pays du Golfe qui est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, la famille royale, c'est 20 000 personnes. C'est 400 potentiels princes héritiers. C'est-à-dire que vous pouvez être de sang royal et avoir juste une petite entreprise d'import-export dans le pays, c'est tout à fait possible. Nous, on imagine des pays dans le mythe avec de l'argent qui coule à flot. L'argent, il ne coule pas toujours à flot pour tout le monde de la même façon. Alors l'Arabie Saoudite, c'est pas les Émirats, c'est pas la même population, c'est différent. Mais il faut avoir en tête que quand vous êtes la famille royale émirati, de Abu Dhabi précisément, puisque c'est là en l'occurrence Abu Dhabi, et ben c'est aussi beaucoup de personnes différentes. C'est aussi des stratégies pour être le prince héritier et pour mettre en avant sa famille et son clan au sein d'une famille. Dans l'Arabie Saoudite, tous font partie de la famille Al Saoud, mais c'est le clan des Soudaïri, parce que c'est l'une des femmes de Ibn Saoud qui venait de la tribu des Soudaïri, c'est eux qui sont au pouvoir. À Abu Dhabi, c'est les fils de 7 personnes. Fatima bint Mubarak. Vous avez ici 2 fonds d'investissement, les 2 sont à Abu Dhabi, ils font partie des plus gros fonds d'investissement. Abu Dhabi Investment Authority, Mubadala, créé par son fils, Cheikh Mohammed. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en concurrence totale, mais pour se légitimer, Cheikh Mohammed a créé son propre fonds. Et plus il est puissant, plus ça montre à quel point lui-même est quelqu'un de puissant au sein des Émirats, au sein de la famille royale. C'est un exemple. Donc c'est pareil, quand on voit quels sont les... J'aime bien prendre l'exemple des fonds d'investissement, ça pourrait être sur plein d'autres choses. On peut avoir des sortes d'institutions concurrentes au sein d'un même gouvernement qui peuvent s'expliquer par exemple avec les familles royales. Ou avec, parfois aussi, les familles proches de la famille royale. C'est l'ambassadrice émirati en France, si je ne me trompe pas. Je pourrais vérifier, je n'ai pas vérifié son nom, mais de mémoire, elle fait partie d'une famille qui s'appelle les Al-Otaiba, qui est une famille, pas royale, mais proche de la famille royale d'Abu Dhabi. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont intéressants à comprendre. Alors, on n'a pas forcément toutes les informations en temps réel, hein, ça n'intéresse pour personne dans les familles royales de donner ce genre d'informations en temps réel. Mais ça permet de comprendre et de démystifier des choses. Quand je travaillais là-bas, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il avait été reçu dans le palais de l'émir d'Abu Dhabi, où l'émir donnerait des enveloppes à ses sujets et qu'il aurait voulu marier cette personne, un Français, à une de ses filles. Ça, c'est faux. Ça, c'est quelqu'un qui veut s'inventer une vie. Il y en a beaucoup aux Émirats, que ce soit des Français, des coalitions, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'émir qui donne des enveloppes comme ça, comme si l'argent coulait par les flots, et que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils donnent pas leur fille à marier à n'importe quel Français qui se pointe comme ça. Déjà, il n'y a pas de Français qui se pointe comme ça, ni de qui que ce soit d'autre. Et quand même, ils se pointeraient comme ça, on donne pas la fille à marier comme ça parce que... Non, ça n'existe pas. Et cette idée de croire que les Émiratis, ils ont tellement d'argent, donc ils investissent tout n'importe comment, ils peuvent donner des enveloppes comme ça dans le vide, c'est faux. C'est des stratégies clairement établies. Et si ce n'est pas clair pour nous, pour eux, ça l'est, parce que ne serait-ce au sein de leur propre famille, déjà il y a des enjeux politiques derrière. Puis au sein de la population, on va y arriver juste après, puis au sein de la communauté internationale. Donc il y a des vrais enjeux à chaque fois quand il y a des investissements qui sont faits, quand il y a des dons qui sont faits, quand il y a des rachats qui sont faits, etc. La culture. Vous avez à gauche le Louvre Abu Dhabi, on en parlait tout à l'heure, c'est le Louvre qui a mis des longues années à s'ouvrir, parce que pendant tout le temps où j'y étais, il devait ouvrir tous les 3 mois et j'ai attendu un petit moment. À droite, un livre qui pour moi est peut-être le meilleur livre pour comprendre justement la stratégie politique aux Émirats, qui est en l'occurrence basé sur la culture, mais qui dépasse le simple champ de la culture, qui s'appelle Le miroir des chefs de Alexandre Kazerouni. Je vais directement aller à la fin et après je vais expliquer au fur et à mesure la fin de mon propos sur cette slide. Quand on dit aux Émirats il n'y a pas de culture, paradoxalement, ça renforce la légitimité dans le discours, pas dans la pratique, mais dans le discours, ça renforce la légitimité d'une famille royale. Pourquoi ? Parce que quand on dit aux Émirats il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire, c'est dire maintenant il y a des choses qui se font, avant il n'y avait rien, et grâce à qui ça se fait ? La Sherzayed qui avait une vision, grâce à son fils qui reprend cette vision et qui crée ses propres institutions. Alors que quand on étudie, et c'est ce que fait très bien Alexandre Kazerouni dans son livre, plus en détail le passé, il y avait une culture, il y avait une histoire. Et ceux qui ont intérêt à dire il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'histoire, et nous sommes les personnes qui avons apporté la civilisation à ce peuple barbare et arriéré, c'est les familles royales qui se sont servies de ça pour marginaliser d'autres potentielles élites qui auraient pu leur contester le pouvoir au moment des indépendances et par la suite.
Alors, Abu Dhabi, c'est un cas spécifique, Dubaï, c'est un cas qui est un petit peu différent, le Qatar, c'est plus proche d'Abu Dhabi, le Koweït, c'est plus proche, c'est encore différent. Chaque pays a des stratégies différentes, qui sont très bien expliquées dans le livre, et je ne me permettrai pas ni de paraphraser, en plus, j'ai déjà pas de paraphraser, et en plus, je n'y arriverai pas très bien. Mais quand vous avez un aussi beau musée, qui est construit par, je ne me souviens plus du nom de l'architecte, je ne sais pas si c'est pas Jean Nouvel, mais en tout cas, il y a toujours les mêmes Franck Géry, Jean Nouvel, c'est ce type d'architectes, toujours primés au niveau international, qui sont invités aux Émirats, au Qatar, pour faire les musées, pour faire des tours, pour faire des bureaux, etc. Quand vous avez un de ces plus beaux musées au monde en termes d'architecture, qui repense à la légitimité du Louvre, le plus grand musée de France, l'un des plus grands musées au monde, qui ouvre à Abu Dhabi, il n'a pas ouvert en Russie, il n'a pas ouvert en Égypte, il n'a pas ouvert aux États-Unis, il ouvre à Abu Dhabi. Qu'est-ce qui met Abu Dhabi sur la carte de la culture mondiale? C'est Cheikh Mohammed. Et donc, paradoxalement, dire qu'il n'y a pas de culture aux Émirats, c'est de dire, indirectement, alors c'est dans le discours, hein, mais c'est légitimer la position de la famille royale. Bien sûr, la position est aussi légitimée par un État qui a sa forme d'autoritarisme, qui a son appareil de sécurité. Le discours ne fait pas tout, mais il est fondamental, et c'est une stratégie clairement identifiée par les élites aux Émirats Arabes Unis, comme au Qatar, comme en Arabie Saoudite, etc. Donc là aussi, c'est important d'avoir en tête, les émirs des Émirats, c'est pas des personnes qui sont bêtes, qui investissent dans la culture parce qu'ils veulent sortir ça de nulle part. C'est des stratégies politiques qui sont derrière. Politiques, économiques, etc. Mais beaucoup de choses qui sont autour. Et il y a une troisième, qui sera ma dernière partie, sur les Émirats du futur. Je ne vais pas résister à vous mettre une photo d'un des pavillons de l'exposition universelle de Dubaï. La photo n'est pas la plus belle, je ne suis pas le meilleur en photographie. Je reviens sur certaines idées, alors pas forcément celles du début, mais quelques idées préconçues pour revenir sur les éléments qui me semblaient intéressants. Les Émirats vivent-ils du pétrole? La vérité, oui, le pétrole est essentiel. Je ne vais pas vous dire non, en fait, le pétrole, ça n'existe pas dans l'économie des Émirats. Soyons honnêtes, oui. C'est environ 30% le pétrole et le gaz de l'économie du PIB des Émirats. Mais c'est 30%. C'est pas 90%, comme certains discours pourraient le croire. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sortent dans certains médias qui, en général, n'y connaissent rien. Et ça se voit tout de suite, d'ailleurs, quand on connaît un tout petit peu le pays. Mais si on les écoute, on a l'impression que c'est 90% de l'économie du pays. On a l'impression qu'il y a du pétrole, et c'est tout. Et la réalité, c'est que non. Déjà, il y a une économie locale, et il y a même quelques entreprises que je vous ai mis ici. Alors, je ne reviens pas sur les fonds d'investissement que j'ai dit tout à l'heure, mais quelques entreprises ici, qui peuvent être soit Dubaï, soit d'Abu Dhabi, qui sont internationales. Imar, c'est une société immobilière. Majid Al Futtaim, c'est une société alors immobilière aussi, mais qui fait plus des stands commerciaux, et qui construisent également en dehors du pays, pas uniquement aux Émirats. Donc, on est sur les conglomérats internationaux. Etisalat, c'est le plus grand, c'est le leader sur les télécoms. Alors, il y a un concurrent aux Émirats qui s'appelle Diyu, qui lui appartient. Donc ça reste quand même un marché monopolistique. Mais Etisalat est également présent dans d'autres pays, du Maghreb ou d'Asie du Sud. Et DP World, c'est peut-être l'un des meilleurs exemples, je pense. Dubai Port World, c'est un des plus gros constructeurs de ports en eau profonde dans le monde. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on entend tous les jours à la télé, sauf si on s'intéresse vraiment à l'économie des ports en eau profonde. Je ne vous cache pas que c'est pas mon cas, mais pour le peu que j'ai pu suivre sur ce sujet, Dubaï est l'un des leaders sur un sujet qui n'a rien à voir, enfin, qui a peu à voir avec l'économie pétrolière. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pétrole aux Émirats ou que c'est marginal dans leur mix économique. Mais c'est intéressant d'avoir en tête que Dubaï, Abu Dhabi, alors déjà, Abu Dhabi c'est plus de pétrole que Dubaï, et les Émirats c'est pas que du pétrole, et c'est pas que du gaz. Pour anecdote, je parlais des articles qui sont pas bons. Une fois j'avais lu un article, c'est juste quand je revenais en 2016 sur le Qatar, où l'article disait le Qatar vit de l'argent du pétrole. Et ben c'est faux. Le Qatar vit de l'argent du gaz, beaucoup plus que du pétrole. Il y a du pétrole au Qatar, mais ce qui fait du Qatar la puissance économique que c'est depuis les années 90, c'est le gaz. Et là, vous avez typiquement ce genre d'idée préconçue. On n'est pas sur une erreur qui est fondamentale. Hein. Il ne s'est pas trompé de continent en passant le Qatar en Amérique du Sud, l'auteur en l'occurrence. Mais on est sur plein de petites approximations que tout le monde pourrait accepter, parce que sur ces pays, on part tellement du principe qu'on peut un peu accepter tout et n'importe quoi, parce que c'est flou, on ne sait pas trop, tous les pays du Golfe c'est un petit peu pareil. Et ben, on se permet ce type d'approximation, et ça montre la différence entre les gens qui connaissent le sujet et qui font attention, et beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, mais qui en parlent quand même. Et ça, je pense que c'est une spécificité particulièrement vraie sur le Golfe par rapport à beaucoup d'autres pays. Et c'est pour aller contre ce type de spécificité que je fais cette petite conférence. Une plateforme mondiale. Bon, plateforme mondiale, évidemment, en termes de business, on s'en doute, c'est un grand lieu, il y a du business avec tous les pays du monde, mais c'est aussi, et ça je pense c'est important de le dire,
un pays, là c'est plus sur Dubaï d'ailleurs, mais qui est au cœur des migrations de ce qu'un sociologue s'appelle Alain Tarius, des migrations par le bas et de la mondialisation par le bas. Ce que Alain Tarius appelle la mondialisation par le bas, c'est toute la mondialisation par des personnes qui ne sont pas forcément riches, mais qui font des réseaux migratoires et des réseaux d'échange de personnes plus pauvres, mais qui sont en fait bien réels, et qui incluent une économie souterraine, pas forcément toujours déclarée, une économie qui peut être parfois illégale avec de la drogue, avec des contrefaçons, mais toute une économie parallèle qui est réelle, qui est très importante quand on l'étudie, mais qui passe souvent sous les radars. Alors, c'est pas une économie qui est spécifique aux Émirats, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Alain Tarius parle des Émirats, mais lui il vient de Perpignan et il montre beaucoup la filière entre le sud de la France, l'Espagne, le Maroc, jusqu'à l'Europe du Nord. Mais les Émirats, je pense, s'inscrivent parfaitement dans ce type de mondialisation par le bas, parce que quand vous allez dans les souks de Dubaï, par exemple, et là, vous voyez des gens qui sont du Nigeria qui achètent de l'or à des commerçants de l'Inde de l'Ouest. Vous pouvez voir des Somaliens manger dans un café tenu par des Russes. Vous voyez l'ensemble, ça peut être des gens parfois très riches, dans des choses très sélectes, mais l'ensemble des personnes les plus pauvres, qu'on s'entende, c'est pas non plus les plus pauvres des plus pauvres, c'est quand même des gens qui ont les moyens d'y aller. Ça peut être des gens qui travaillent sur place. Si vous allez à Abu Dhabi, j'amusais à chaque fois, quand je voyais un chauffeur de taxi, à lui demander d'où il venait au Pakistan et à lui dire « Est-ce que tu viens de Peshawar ?» Parce que tous les chauffeurs de taxi quasiment d'Abu Dhabi viennent de Peshawar. Peshawar, c'est la ville frontalière de l'Afghanistan. Et parce que déjà au Pakistan, les gens de cette région contrôlent en général les transports. Les chauffeurs de bus, etc. sont souvent de cette région. Et quand certains sont partis aux Émirats, ils sont allés dans la même région, Abu Dhabi, et ils sont tombés sur le même type de métier. Si vous allez dans une oasis qui s'appelle Al Ain au sud de Abu Dhabi, sud-est d'Abu Dhabi, à la frontière avec Oman, vous avez beaucoup d'un autre peuple qui s'appelle les Balouches, qui sont spécifiquement allés là-bas. Donc on n'est pas sur les personnes les plus riches, on n'est pas forcément sur les plus pauvres, mais ça peut être aussi vraiment les travailleurs qui vont dans des zones particulières et qui vont créer une économie. Alors, encore une fois, on n'est pas sur les investissements de la triade entre la France, les États-Unis et le Japon, mais toute une économie qui est réelle et qui est particulièrement localisée aux Émirats, qui est un petit peu un centre, je pense, de cette économie. Puisqu'on est vraiment sur la route qui va de l'Asie à l'Europe, de l'Afrique de l'Est à l'Union soviétique et à l'Asie centrale. Très important, je voudrais m'arrêter sur un pays dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'Iran. L'Iran et Dubaï, il faut avoir en tête. Alors j'ai des chiffres, pareil, je ne sais pas dans quelle mesure tous ces chiffres sont vrais, donc ça prend avec précaution, mais il faut bien prendre en compte l'ordre de grandeur plus que le chiffre en tant que tel. Il était dit dans un article que j'avais lu à l'époque que peut-être 30% de Dubaï appartenait soit à des Émiratis d'origine iranienne, soit à des Iraniens d'Iran, soit à des Iraniens qui vivent à Dubaï. Là j'ai revu un chiffre qui disait 7 milliards de biens immobiliers appartiennent à des Iraniens. Ça c'est dans un article plus récent de 2024. Il y en a d'autres qui disaient que c'est 300 milliards de biens qui peuvent être immobiliers, qui peuvent être dans des entreprises, mais qui appartiendraient à des Iraniens. Dubaï sans l'Iran, ça n'existe pas. Dubaï, ce qui fait de Dubaï, c'est l'économie avec l'Iran. Avec d'autres choses, c'est-à-dire les travailleurs indiens qui font une grande partie du travail, beaucoup de travailleurs du Népal maintenant, les investissements, tout bien sûr. Mais l'économie de Dubaï est très tournée vers l'Iran, ce qui n'est pas du tout le cas, beaucoup moins le cas d'Abu Dhabi. Et pour vous donner encore, j'aime beaucoup donner comme ça ces exemples et ces approximations, mais Dubaï, j'avais lu un livre, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui est un ancien de la CIA, qui a écrit un livre sur l'Iran, où il explique que les Iraniens auraient tout intérêt à annexer Dubaï, bon déjà je ne suis pas du tout d'accord, après chacun son point de vue, et il explique que les Émirats sont dominés par la famille des Al Maktoum. Et là c'est faux. Les Al Maktoum, c'est la famille de Dubaï, c'est pas eux qui dominent les Émirats, puisque c'est la famille Al Nahyan qui est celle d'Abu Dhabi. Vous avez quand même, je trouve ça drôle, mais alors c'était je peux jeter la faute sur le traducteur, peut-être que c'est bien traduit à la base, on va laisser le doute pour protéger je sais pas qui, mais vous avez un ancien de la CIA qui peut quand même faire un paragraphe sur les Émirats en se trompant sur le nom de la famille royale. C'est vous dire le niveau d'approximation qu'on s'autorise et qu'on autorise, puisque les traducteurs, personne visiblement ne s'amusait à les vérifier derrière, c'est pas forcément leur travail après nos traducteurs, mais on est quand même capable de publier un livre d'un ancien de la CIA qui se trompe sur la famille royale des Émirats, sur le paragraphe sur les Émirats. Je trouve ça fascinant à titre personnel, mais c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de vraiment s'intéresser aux Émirats dans le détail, et avec des sources sérieuses, et pas seulement avec 2-3 reportages à la télé. C'est, encore une fois, la raison pour laquelle je tenais à faire cette conférence. Les Émirats du futur, j'ai quand même appelé cette partie comme ça, et on va y arriver. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vision de Cheikh Zayed. Alors c'est intéressant parce qu'aux Émirats et dans les pays du Golfe, il y a toujours une vision.
Cheikh Zayed avait une vision, maintenant c'est Cheikh Mohammed qui a une vision. Il y a la vision Dubaï 2030, la vision Abu Dhabi 2030, alors des fois c'est 2025, des fois c'est 2030, maintenant ça va bientôt être 2040 parce que 2030 c'est trop proche. Il y a toujours cette idée qu'il faut avoir une vision. Alors, vous comprendrez un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la culture, mais c'est aussi l'idée de se légitimer, de dire on est là pas juste pour laisser le libre-échange dans notre pays, non, on est là pour développer, pour faire notre pays le futur. La vision Dubaï 2030, ou 2040 bientôt, c'est pas juste de dire ça va se développer tout seul, non. C'est la famille royale qui explique comment on va investir, comment on va être les leaders sur les sujets de demain. Et à Dubaï en particulier, vous avez le musée du futur. Alors encore une fois, une prouesse architecturale, quelque chose d'aussi beau. Bon, un musée qui n'est pas donné, hein, 40 € l'entrée, et qui est sympa, ça vaut le coup de le voir. Je trouve que l'entrée est chère pour le musée. Mais c'est toujours cette idée d'avoir une vision, et c'est aussi cette idée de mettre en avant cette vision, de montrer qu'on est un pays qui investit, de montrer qu'on est un pays qui est l'avenir. Et cet avenir, il se construit sur tout un tas de sujets qui vont des biotechnologies à l'aérospatiale, mais je voudrais faire un petit focus sur un sujet que je connais à titre personnel, qui est l'intelligence artificielle. Je vais commencer par à droite et après par à gauche. Ici, vous avez un centre de recherche, TI, je ne sais plus ce que ça veut dire, qui a développé un LLM, donc c'est-à-dire en gros un chatbot, comme ce que fait ChatGPT, qui s'appelle Falcon, qui est alors peut-être pas le meilleur mondial, mais qui se défend largement. On n'est pas sur le top 20, on est vraiment sur l'un des meilleurs dans le domaine de ceux qui s'y connaissent vraiment. C'est développé à Abu Dhabi. G42, c'est une grande entreprise qui investit dans les nouvelles technologies et qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux d'investissement sur l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, si ce n'est peut-être un an maintenant, Microsoft a investi plus d'1,5 milliard c'est 1,5 milliard de dollars dans G42. On est dans un pays qui investit massivement dans l'intelligence artificielle, dans d'autres domaines aussi. L'intelligence artificielle qui est l'un des sujets à la mode pour beaucoup de monde, les Émirats, c'est une vraie puissance sur cette carte. À tel point que vous avez la photo à gauche, Sam Altman, qui est venu rencontrer je crois que c'est le vice-ministre de la finance ou de l'économie des Émirats. Ah, je croyais que c'était vous. C'était qui? Vous lui ressemblez. Ah non, j'aurais bien aimé. Je ne serais peut-être pas Saint-Michel Florent ce soir, sans vouloir manquer de respect à personne. J'aurais vraiment aimé, mais non. Alors, je reviens quand même sur la mise en scène, c'est quand même intéressant. Le musée du futur qui est derrière, la photo avec, j'imagine, les chefs de Dubaï et d'Abu Dhabi, peut-être que je me trompe, mais ça ne m'étonnerait pas. Et ici, les livres des chefs de Dubaï pour montrer qu'on est toujours sous la vision des pères fondateurs de ce pays. Mais Sam Altman qui va aux Émirats, c'est pas anodin. Sam Altman avait un projet alors je sais plus exactement sur quoi, plein de choses en même temps, mais sur lequel il voulait lever 5 à 7 milliards de dollars. C'est pas tous les fonds d'investissement qui vont donner 5 à 7 milliards de dollars, quand même vous êtes le fondateur de OpenAI. Sam Altman qui est c'est pas le fondateur, mais celui qui gère OpenAI maintenant. C'est pas tout le monde qui les donne. Maintenant, si vous cherchez un pays qui les donne, la Chine, quand vous êtes américain, vous allez éviter, la Russie aussi, de toute façon la Russie, je pense pas que ce soit leur priorité de lever 5 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle pour une entreprise privée américaine. Les États-Unis, c'est pas trop, alors qu'en plus vous êtes Sam Altman, que c'est Trump qui passe au pouvoir, qui est proche de Musk, même s'il y a 5 milliards, est-ce qu'ils vont vraiment aller chez vous? Peut-être, mais c'est risqué. Il y a une région dans le monde où, alors on va pas forcément lever 5 milliards de dollars, mais ça vaut le coup d'aller toquer à quelques portes pour voir, c'est le Golfe. C'est Abu Dhabi, Dubaï et Riyad. Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui également dans une stratégie de rattrapage de Dubaï. Donc il y a une vraie, comment on appelle ça, compétition, merci. Une vraie compétition entre les trois villes. Anecdote intéressante, le roi d'Arabie Saoudite, MBZ Mohammed bin Zayed, MBS, oui, bin Salman, MBZ c'est celui d'Abu Dhabi. Mohammed bin Salman, le roi d'Arabie Saoudite, a eu comme mentor l'émir d'Abu Dhabi. Ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite est inféodée à Abu Dhabi, mais ça veut aussi dire qu'en termes de formation, il a été formé à la même école que les Émirats. C'est pour ça qu'il y a un changement de politique depuis qu'MBS a pris le pouvoir entre 2015 et 2017 par rapport à son père. Et donc ces trois villes, Riyad, Dubaï et Abu Dhabi, se livrent une vraie compétition pour être la principale place du Moyen-Orient, du Golfe précisément. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité, Trump s'est rendu en Arabie Saoudite, il est arrivé aujourd'hui. Il doit aller dans les Émirats juste après, et peut-être je crois au Qatar également.
avec Trump, vous avez les principaux acteurs des nouvelles technologies qui sont présents. Je crois que Sam Altman est présent, vous avez Jensen Huang, le fondateur de Nvidia, qui fait les processeurs qui permettent de faire l'intelligence artificielle. Tous les plus grands leaders vont avec Trump, comme ils peuvent parfois y aller sans lui, pour aller toquer la porte des Émirats pour avoir de l'argent, et encore une fois, quand les Émiratis, comme les Saoudiens, comme les Qataris, comme les autres donnent de l'argent, ils ne donnent pas de l'argent dans le vent. Ils savent exactement pourquoi ils le donnent, pour être les pays en pointe en termes d'intelligence artificielle, parmi d'autres sujets. On va faire un petit détour quand même, prendre un petit peu de calme et passer par les Émirats les plus pauvres. Parce que, certes, Abu Dhabi et Dubaï, c'est les deux principaux, Sharjah, j'en ai un petit peu parlé, on parle jamais des autres et je voulais quand même leur dédier une petite slide parce qu'ils le méritent quand même. Vous avez à gauche Al-Quwain, l'émirat le plus pauvre des Émirats. Al-Quwain, pour l'anecdote, j'y suis allé il y a 2 ans, j'avais vu la marina, j'avais dit on dirait la marina de Djerba en plus pauvre. C'est un avis qui n'engage que moi, hein, mais ouais, et c'est vous dire à quel point c'est différent. À 1 heure, je crois, de route de Dubaï, 1 heure et demie de route de Dubaï, on n'est plus du tout dans le musée du futur, là, qui était ici. Ça n'a rien à voir. Vous avez ici les Émirats du Nord, celui-ci de mémoire c'est Fujairah, quand j'ai récupéré la photo. Les Émirats du Nord c'est plus montagneux. Alors, ceux du Nord, Ras Al Khaimah et Fujairah sont plus touristiques, donc il y a quand même de l'activité qui a lieu. Ajman c'est tout petit et c'est une sorte de grand paradis fiscal et de place pour les travailleurs qui sont envoyés par bus après pour travailler à Sharjah ou à Dubaï. Al-Quwain c'est vraiment pauvre, il n'y a pas grand chose. Les spécialistes qui disent que c'est le type d'émirat qui vit beaucoup plus de trafic par exemple. Ce que j'avais dit avec les zones franches au début, c'est toujours vrai dans une certaine mesure pour les Émirats, c'est peut-être d'autant plus vrai pour les Émirats du Nord qui dépendent tellement de l'Est et d'Abu Dhabi, ou de Dubaï d'ailleurs, mais de la redistribution, que l'une de leurs rares possibilités de se développer économiquement, ça pourrait être les trafics. C'était une spécialiste qui disait ça dans un livre, Fatima Desiani de mémoire, c'est son nom. Bon. Pourquoi je le mets? Parce que c'est une réalité. C'est une réalité aussi, il faut l'avoir en tête, parce que quand les Émirats luttent activement contre les frères musulmans et contre les groupes islamistes politiques, c'est à la fois pour des questions de géopolitique mondiale, montrer aux Occidentaux, on est avec vous, on est contre l'islamisme, mais c'est aussi par crainte d'être déstabilisés dans leur propre pays, par des groupes qui pourraient soulever des jeunes au chômage qui sont désabusés et qui pourraient se rebeller contre l'ordre établi. Ces jeunes au chômage ne sont pas à Dubaï ou à Abu Dhabi. Quand vous investissez aux Émirats, vous êtes obligé d'avoir, si vous êtes étranger, vous êtes obligé d'avoir un partenaire. Le partenaire, c'est forcément un Émirati. Et qui détient forcément 51% de votre entreprise, sauf si vous êtes en zone franche. Ça veut dire que même si, et évidemment il serait payé pour ça, même si vous êtes la personne la plus pauvre de Dubaï, vous pouvez, par un petit peu de réseau, et là forcément à un moment ou à un autre qui se crée, devenir propriétaire d'une entreprise à 51%, où c'est quelqu'un, un occidental, un indien, ce qui vous voulez, qui va monter son entreprise et qui va vous payer pour qu'il y ait votre nom. Bon, ça marche pour Dubaï parce que les gens veulent investir à Dubaï. Être un Al-Quwain, pour le coup, c'est un petit peu plus dur. Il n'y a pas de grand monde qui rêve d'investir en Al-Quwain ou à Ajman pour créer une entreprise. Et qui va venir vous chercher quand vous êtes des familles les plus pauvres de ces deux Émirats, ou de Fujairah ou Ras Al Khaimah. Et donc, quand il y a une crainte de déstabilisation, c'est notamment avec les Émirats du Nord qu'il y a une crainte de déstabilisation, que des groupes comme les Frères musulmans ou d'autres, avant ou après, pourraient s'implanter dans les Émirats du Nord, créer de l'agitation qui pourrait déstabiliser le pays. Et donc les Émirats sont dans une guerre très intensive contre les Frères musulmans notamment, avec cette crainte qui déstabilise le pays via les Émirats du Nord. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important de le mentionner. Les Émirats du Nord ne représentent pas la plus grande part de l'économie des Émirats, ni du territoire d'ailleurs, mais ils ont quand même une réalité. Avant-dernière slide, je vais tenir un petit peu moins d'1 heure j'espère. Alors, je vais parler un petit peu du tourisme sur la photo de gauche, des influenceurs un petit peu, et ensuite de la photo de droite. Donc là, on va revenir un petit peu en Europe et on va prendre le cas spécifique de la France. À l'époque, on disait, les Émirats, ça vit grâce au tourisme occidental. Bon, je vous dis tout de suite, c'est faux. Les Émirats, ça vit Dubaï avec l'argent les investissements de l'Iran, avec les investissements du Pakistan, de l'Inde, de l'Afrique de l'Est. Les touristes, c'est bien, ça donne de la visibilité, mais c'est pas le cœur du business model, ni de Dubaï, ni encore moins d'Abu Dhabi. En revanche, avec le Covid, ils ont fait venir beaucoup d'influenceurs, mais aussi beaucoup de start-upers, plus à Dubaï qu'à Abu Dhabi, en disant, vous pouvez venir, chez nous il n'y aura pas besoin de porter de masque, vous prenez notre vaccin, il ne servait pas à grand chose ce vaccin, mais vous pouvez vous balader, vous prendre en photo et tout. Ça fait une pub énorme pour le pays. Certains diront une mauvaise pub parce que c'est la pub par les influenceurs, ça fait du tourisme de masse et bas de gamme.
chacun son point de vue, là je suis pas là pour juger les façons de visiter des uns et des autres. Mais c'est comme ça donc que s'est créé là aussi un nouveau mythe, Dubaï, la terre des influenceurs. Pareil, les influenceurs à Dubaï, les influenceurs français à Dubaï sont localisés dans 2 quartiers, la Marina et dans 2 centres commerciaux du centre, vous les reconnaissez à des kilomètres, et tout le monde s'en fiche. Il n'y a personne qui les a attendus. Ceux qui croient que les influenceurs ramènent beaucoup d'argent à Dubaï, ça rapporte rien du tout. C'est comme si on vous disait, j'en sais rien moi, les touristes vietnamiens à Paris, qui viennent du Parti communiste. Oui, il y en a sûrement, mais c'est pas eux qui font tourner l'économie du pays. C'est pareil les influenceurs à Dubaï. En revanche, j'ai entendu une anecdote, et là je vais aller... Alors, ça n'a rien à voir avec la personne ou avec cette vidéo en particulier sur 5 raisons d'investir à Dubaï, mais quand j'étais à Dubaï la dernière fois, donc en 2023, j'ai une des applications de réseaux sociaux, un réseau social qui s'appelle Snapchat, qui est beaucoup plus utilisé par les jeunes, sur lesquels, quand je me balade, j'ai à Dubaï des publicités en français pour me dire « Est-ce que tu veux investir dans l'immobilier à Dubaï ?» Donc déjà, le fait que ce soit en français, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait ce type de communication en se disant « Il y a un marché des francophones pour investir dans l'immobilier à Dubaï. » Qui plus est, comme je m'intéresse, j'ai regardé les prix, on sait jamais. Un des deux que j'ai regardé, c'est 250 000 € le ticket d'entrée, et l'autre c'était 1 million d'euros. Ah oui. Alors autant vous dire que certes, je travaille comme commercial en informatique, mais c'est bien au-delà de mon budget. Mais la question derrière cette blague, c'est quand même de se dire, si il y a des entreprises immobilières à Dubaï qui font des pubs sur Snapchat, donc c'est-à-dire pour des jeunes, c'est-à-dire 30 ans, moi je crois que j'en avais 30 à l'époque, 31, voilà, c'est le maximum, ça ne dépasse pas 35 ans. Des pubs en français pour ce type de population qui pourrait visiblement se payer un appartement à 1 million d'euros et que la pub soit rentable parce qu'ils ne font pas aussi des pubs à perte. Quel marché ils visent? Moi je ne me prononcerai pas en public, mais des jeunes qui partent à Dubaï qui ont potentiellement 1 million d'euros à investir dans l'immobilier sur un coup de tête par des applications, soit ils sont de familles très riches et ils ne savent pas quoi faire leur argent, soit ils ont beaucoup d'argent à placer et que ça passe un petit peu sous les radars. En dehors de la blague, il y a un livre, alors je ne l'ai pas mentionné, mais tout ce que j'ai dit sur Jebel Ali était en partie inspiré par ce livre qui s'appelle Matematica par Misha Glenny. C'est un journaliste qui a travaillé sur les crimes organisés dans le monde entier, et en particulier suite à la mondialisation. Et c'est lui qui explique la part du crime organisé, donc avec notamment le sous-continent indien, le Pakistan et l'Inde, ce que ça a apporté dans l'économie des Émirats. Alors, on est un petit peu dans cette même idée que les Émirats, ça reste aussi un endroit où on peut investir et que l'argent passe sous les radars. Et ça continue à être une réalité. Et peut-être, ça, j'ai pas de chiffres, j'ai pas d'éléments, mais peut-être que paradoxalement, les jeunes qui ont 1 million d'euros à placer par Snapchat rapportent plus à l'économie de Dubaï en investissant dans l'immobilier que les influenceurs qui vont se prendre en photo sur la marina. On va avoir aussi cet élément en tête. Dernier slide qui fera la conclusion. Vers quelle identité? Alors évidemment, vous vous doutez, c'est pas moi qui vais dire quelle doit être l'identité des Émirats. Je n'ai strictement rien à dire là-dessus. C'est pas ma place. En revanche, vous avez à gauche 2 bédouins dans les années 50, et à droite, une photo stylisée, motivée par l'intelligence artificielle, des Émiratis modernes. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes populations. Ça montre, plus que des réalités, ça montre, enfin à gauche déjà c'est une réalité, mais à droite peut-être un petit peu moins et encore, ça montre une évolution. Et les Émirats, c'est un pays qui change en permanence. Et ça va poser probablement, ou pas d'ailleurs à terme, mais la question de qu'est-ce qui fait l'identité de ce pays? Ce qui fait l'identité de ce pays, est-ce que c'est le fait d'être un pays arabe d'origine bédouine, ou est-ce que c'est le fait d'être un pays du futur, un pays qui a une vision? De ce que je vous ai présenté, qui est mon point de vue et un point de vue, une partie de mon point de vue, je pencherai plus pour la deuxième hypothèse. Ça ne veut pas dire qu'elle va en contradiction avec la première. Et je vais conclure sur cette anecdote. Je parlais une fois avec une personne qui est marocaine, qui n'aimait pas du tout les Émirats, qui venait de la ville de Casablanca, ville émergente au Maroc, et qui me disait Casa, on a une mauvaise réputation parce que souvent les gens trouvent que c'est pas authentique. Alors, à titre personnel, et vous allez comprendre pourquoi, j'ai beaucoup de mal avec le terme d'authenticité en voyage. Parce que l'authenticité, qui la définit et dans quel but? Quand on est un Français qui définit ce qu'est le Maroc authentique, qu'est-ce qui définit que le Maroc est authentique? Pourquoi Casablanca ne serait pas authentique? Parce qu'il y a des tours et que c'est pas des petits villages avec des gens qui vivent dans la montagne. Qu'est-ce qui fait que Dubaï ne serait plus authentique et qu'à l'inverse on dit Oman c'est plus culturel? Pourquoi c'est plus culturel? Parce qu'il n'y a pas de tours. D'accord.
Bon, l'authenticité, ça se définit sur le nombre d'étages de son bâtiment. S'il y a 2 étages, ça va, 4 étages, c'est fini. Moi, là, je vais le dire de façon un peu provocante, mais c'est l'impression que j'en ai, c'est que les Émirats, on estime que c'est plus un pays authentique, parce que c'est un pays riche. Oman, c'est plus authentique parce que c'est pas aussi riche. Le Caire, ça c'est très authentique. Vous avez un souk avec des gens qui n'ont pas de comptabilité apparente, mais qui vendent des petites épices comme ça au détail, là on se dit super, c'est authentique. Par contre, vous avez des bédouins, alors vous avez des bédouins comme à gauche, qui boivent du lait de chamel dans le désert, c'est authentique, mais ces mêmes bédouins, dès qu'ils sont dans une tour avec la clim, là c'est plus authentique. Là, au final, l'authenticité des Émirats, ça en dit plus sur ce que nous voulons que les Émirats soient, que sur ce que c'est réellement. Bravo. Merci Fanny. Je vais m'arrêter sur cette phrase, du coup ça va être une parfaite conclusion. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que je voulais vous dire, c'est quand on... toutes ces... Du coup je vais pas m'arrêter sur cette phrase, mais toutes les approximations qu'on s'autorise sur les Émirats, pour moi c'est problématique, parce que, encore une fois, c'est qu'on estime, on connaît par cœur les Émirats sans y aller, en disant les Émirats c'est ça, les Émirats ça devrait être comme ça, et à partir du moment où c'est Disneyland, alors que c'est Disneyland dans 3 quartiers, vous avez les quartiers des Indiens, c'est pas Disneyland du tout. Je vous dis pas que c'est la misère, mais c'est pas non plus... c'est pas du tout Disneyland. Mais il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils ont vu un documentaire, ou alors qu'ils ont fait eux-mêmes, ils ont réalisé un documentaire qu'ils ont mis sur Arte ou sur les réseaux sociaux, ou n'importe quelle chaîne d'ailleurs, il y a des gens qui le regardent et qui se disent « ça y est, j'ai compris ce pays », et qui projettent leur vision dessus. Quand on fait ça, c'est aussi une stratégie, encore une fois, de la part de certains, de dire « ouais, venez chez nous, c'est Disneyland. Venez investir votre argent. Venez prendre des photos chez nous. Venez investir dans l'immobilier chez nous. » Ça sert des gens derrière, qui alimentent ce discours. Donc c'est pour ça que je disais, tous ces mythes, ils sont aussi entretenus par des gens sur place qui ont intérêt à les entretenir. Pour des raisons qui sont les leurs et qui ne sont pas forcément mauvaises par ailleurs, c'est pas une critique là-dessus. Mais les Émirats et les pays du Golfe en général, c'est vraiment un exemple, je trouve, de comment on projette nous-mêmes une image de ce qu'on veut qu'un pays soit ou ne soit pas, ou plutôt ce qu'il ne soit pas, et sur lequel on impose une identité, alors qu'en réalité leur identité ils la définissent à leur façon. On aime, on n'aime pas, ça c'est pas mon problème, c'est à eux de gérer comme ils le veulent. Mais la vision de ce que sont les Émirats ne devrait pas tant être la nôtre que la leur. Et je vais vraiment m'arrêter là avant de passer aux questions. Mais je vous remercie. J'ai pas parlé de la démographie, tout à fait. Les Émirats, c'est en 10 millions d'habitants environ, dont 10% qui sont vraiment émiratis. Le reste sont des étrangers. Et pour l'anecdote, il faudrait revérifier le chiffre, mais je crois que les Dubaïotes à Dubaï, c'est 2% de la population, 2 à 3% de la population. Donc c'est-à-dire qu'il y a des Émirats où ils sont pas 10%, ils sont plus, et des Émirats, ils sont pas 10%, ils sont moins de 10% chez eux. Donc les Dubaïotes sont extrêmement minoritaires, même comparés à tous les autres Émiratis qui sont présents. Les Dubaïotes ne sont pas si nombreux chez eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la nationalité du coup? Si, ils ont la nationalité. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'étrangers qui sont présents sur place. Alors à l'inverse, les étrangers ne peuvent pas avoir la nationalité émiratie. Il y a des gens, par exemple, qui viennent du Yémen, du Pakistan, qui sont là depuis 3 générations, mais qui n'ont pas la nationalité. C'est impossible. Depuis l'indépendance, c'est impossible. Ouais. Quelle est la structure politique? Est-ce que, comme chez nous, il y a une assemblée nationale ou c'est encore tribal comme système de fonctionnement? Deuxièmement, la place de la femme. Ouais. Si on juge par rapport à l'Iran, c'est loin d'être brillant. Et chez eux, comment ça se passe? Et puis, ça sera tout déjà. Ça sera très bien pour commencer. La structure politique, je ne la connais pas dans le détail du détail, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le gouvernement, les postes sont réservés par émirat. Le président, c'est l'émir d'Abu Dhabi, le premier ministre, c'est l'émir de Dubaï. Et ensuite, il y a une répartition à chaque fois par émirat. Et après, chaque émirat propose un petit peu qui il veut. Quand on propose un petit peu qui on veut, évidemment, on propose plus certaines familles que d'autres. Et donc, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a des structures, alors c'est pas démocratique, mais il y a des structures, ce n'est pas républicain, mais en tout cas, il y a des institutions réelles, plus ou moins calquées sur les nôtres, mais qui incluent la structure tribale, qui n'a pas complètement disparu, et qui s'insère là-dedans. C'est quelque chose qui n'est pas du tout propre aux Émirats, il y a beaucoup de pays où ça fonctionne de la même façon d'ailleurs. Et je rajoute aussi... Il y a des votes alors? Il y a des votes quand même ou pas? Là, je ne saurais pas répondre. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais à vérifier, là, je n'avance pas trop. Il n'y a pas de vote. Et je rajoute un élément, il y a la structure du gouvernement national et ensuite il y a les gouvernements locaux par émirat. Donc Abu Dhabi a sa propre autorité, Dubaï a la sienne. Comment? C'est un peu fédéral. C'est complètement fédéral. Sur la question de la place de la femme, alors pareil, c'est très variable d'une famille à une autre,
ça va être difficile de donner un élément factuel qui rassemble tout. Aux Émirats, les femmes vont très souvent faire des études. Elles sont plus nombreuses à faire des études que les hommes, en proportion. Maintenant, je ne vais pas vous dire que la place de la femme est... C'est pas pour autant que la place de la femme est forcément brillante, parfaite. Ça va vraiment dépendre d'une famille à l'autre. Il y en a où les femmes ne vont pas forcément faire d'études, ou même si elles font des études, elles vont rester à la maison parce que c'est la tradition qui veut ça. A l'inverse, il y en a où elles vont avoir des rôles politiques très importants. Là aussi, la place de la famille à laquelle on appartient dans la société joue beaucoup. L'ambassadrice française aux Émirats, c'est une française. C'est une femme, pardon. C'est pas une française, c'est une émiratie. Mais c'est une femme, donc il y a des femmes ambassadrices par exemple. Après, il y a la question des mariages à l'intérieur des familles aussi. Oui. Il y a encore beaucoup de consanguinité parce que... Oui, beaucoup de consanguinité au sein dans les pays du Golfe, c'est quand même les Émirats qui ont la place la plus ouverte pour les femmes. Oui. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est zéro. Le Qatar, c'est pas exceptionnel. Bahreïn, c'est peut-être pas si mal. Hein. Ah, Bahreïn, je connais pas, je suis jamais allé. Bahreïn, je crois que. Enfin, pareil, ça dépend toujours au fur et à mesure, mais je crois que Bahreïn, c'est pas mal. Oui, si on compare l'Arabie Saoudite et le Qatar, les Émirats sont loin devant, ça y a pas de. Ils sont loin devant le Koweït aussi. D'accord, loin devant le Koweït. Le Koweït, j'y suis jamais allé. Oui, Je réponds à cette question, je vous réponds juste après. Oui, je voulais donc poser 3 questions. Ouais. Premièrement, la langue, c'est bien l'arabe. La langue, c'est l'arabe. Voilà, c'est l'arabe. Mais par contre, toutes ces personnes parlent couramment l'anglais. Oui. Pas toutes, mais une bonne partie, oui. D'accord. Ensuite, quand vous parlez d'identité, en fait, c'est cosmopolite. Oui. Donc, en fait, les photos sont évidemment différentes, mais en plus, il y a des Chinois, il y a des... Donc, en fait, l'identité, c'est difficile entre guillemets, l'afficher, je n'ai pas les termes, mais en fait, comme il y a un brassage de population, voilà. Il y a les personnes locales, je réponds à celle-ci et je vous laisse la travailler juste après. Ouais. Et effectivement, il y a les personnes locales, il y a les personnes qui travaillent sur place, mais ça fait le lien avec ce que j'ai pas forcément dit au début, mais dans l'introduction. Quand je suis aux Émirats la première fois pour les 2 premiers jours, je me suis dit, il n'y a pas de culture émirati, mais il y a beaucoup de culture des autres pays. Et ça fait aussi partie de l'identité du pays. Après, c'est pas forcément le discours officiel. Et encore, même si c'est pas officiellement dit, quand on fait de ce pays une terre d'accueil pour les investisseurs du monde entier, même si c'est pas une stratégie dite explicitement, ça fait quand même partie de la stratégie et c'est pas juste inconscient. Donc oui, effectivement, de toute façon, déjà le terme d'identité est multiple et ils le définissent comme ils veulent, les personnes ont la même définition. Et la troisième question, c'est par rapport à la culture, parce que vous avez parlé donc du musée du Louvre à Abu Dhabi et puis le musée futuriste. Oui. En fait, je fais juste un parallèle. Quand on était au lycée, on nous expliquait que les États-Unis n'avaient pas trop de culture par rapport à la France, parce que c'est un pays neuf. Là, comme vous nous l'expliquez, en fait, c'est une progression, mais exponentielle au niveau économique, etc. Certains bénéficient de cette montée économique, d'autres sont exploités, enfin, je dirais peut-être pas exploités, mais bon, mais ils sont peut-être, mais ils sont peut-être exploités dans ce pays, mais ailleurs, ils auraient peut-être moins d'argent, vous voyez, enfin, je ne veux pas rentrer en détail, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez parlé de ce musée du futur, vous nous avez dit que c'est un très beau musée. Autant le musée du Louvre à Abu Dhabi, je pense savoir ce qu'il y a dedans, mais là, le musée du futur, alors là, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Je peux pas tout... Non, mais... spoiler, évidemment. Non, mais c'est une bonne question. Non mais oui, c'est ça, le mieux c'est d'y aller. Vraiment, ils ont vraiment fait une expérience autour de ça. On arrive dans une salle qui en fait est un ascenseur qui amène à un étage, mais dans l'ascenseur il y a un grand écran qui fait comme si on était dans un vaisseau spatial qui nous emmène dans l'espace pour voir la Terre, et on commence avec la partie spatiale en disant, dans le futur, il y aura des satellites en orbite et dans lesquels on pourra vivre. Ensuite on descend sur un autre truc, ils disent, dans le futur, on pourra préserver les forêts parce qu'on sera capable de modifier le génome des arbres pour qu'ils résistent au feu. Dans le futur, il y aura... c'est pas uniquement l'architecture qui... Non, l'architecture est un moyen de communication, mais l'architecture n'a pas forcément de rapport direct, et c'est vrai pour le Louvre, avec les œuvres à l'intérieur. Oui, d'accord, merci. Et vous aviez dit un autre truc juste avant, sur... L'économique était... Oui, c'est vrai, c'est un point quand je revenais des Émirats justement, où on me disait les Émirats, il n'y a pas d'histoire. Les États-Unis, il n'y a pas d'histoire non plus. Hein. New York, 400 ans de ville historique.
qui n'engage que... Évidemment, je dis ça sur le ton de la provocation, mais je veux dire, New York, pour moi, c'est pas beaucoup plus historique que Dubaï. En 100 ans, Dubaï sera aussi historique que Dubaï ou Abu Dhabi d'ailleurs. Et si on regardait vraiment, il y a par exemple des vestiges d'églises nestoriennes, donc des églises du 7e, 6e siècle, qui existent aux Émirats. C'est les restes, mais ça vient qu'il y avait une réelle un dynamisme sur place, déjà il y a des millénaires. C'est un millénaire et demi. La différence, la situation sunnite-chiite, il y a 10% de chiites aux Émirats, donc le sujet n'est pas très important comparé à ce qui pourrait être au Koweït ou plus encore à Bahreïn. Bahreïn, c'est un pays sur lequel Bahreïn, c'est une dynastie sunnite et une population majoritairement chiite. Donc je dois vous dire, quand il y a un printemps arabe là-bas, parce qu'en plus c'est pas la même redistribution, directement on parle de conflit sunnite-chiite, directement le royaume de Bahreïn dit que c'est l'Iran qui déstabilise le pays, à tort ou à raison. Là on est vraiment sur un cas où c'est particulier. Sur le cas spécifique des Émirats, c'est pas un gros sujet. Il y a énormément d'Iraniens qui sont aussi sur place. Les Émirats, avant tout, il faut que ça reste calme. Ça reste calme parce qu'il y a du business à faire, il y a du business à faire avec l'Iran. Alors, un point intéressant, quand il y a des conflits avec l'Iran, il y en a quand même beaucoup d'un point de vue diplomatique, Abu Dhabi mène le conflit et Dubaï fait le business. Ce qui permet toujours d'avoir les deux niveaux en même temps, de dire on reste intransigeant, Abu Dhabi reste allié sur l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, on est tous front commun arabe contre l'Iran qui pourrait nous déstabiliser, mais si à un moment il faut trouver une porte de sortie, Dubaï est une excellente porte de sortie parce que Dubaï, le business il continue. De toute façon, il n'y a pas le choix que de continuer pour Dubaï. Ouais. Oui, donc on parle des conflits là. Et qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'aspect militaire, la force militaire des Émirats? Ouais. Alors, je suis pas un spécialiste. Par rapport à leurs voisins, etc. Oui, bien sûr. Je suis pas un spécialiste de la question, donc je vais répondre vraiment sur la base des connaissances que j'ai. Déjà, les Émirats, c'est un pays, c'est pas le seul, mais qui a accepté des présences militaires étrangères pour être sûr d'être protégé. Il y a un porte-avions français, il y a une base américaine. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, ils essaient de se moderniser. C'est pas forcément évident. Sur un cas spécifique qui est la guerre au Yémen, on estime que les Émirats, qui participent à la coalition avec l'Arabie Saoudite contre les Houthis au Yémen, on estime que les Émirats étaient meilleurs que les Saoudiens. La guerre au Yémen, on va dire, c'est 2015-2020, ce que je vous dis là, je ne sais pas comment ça a évolué. En revanche, ils ont aussi des stratégies diplomatiques sur la partie militaire et sur les conflits, où ils sont pas mauvais. Au Yémen, ils sont beaucoup appuyés par exemple sur les élites du Sud, qui ont voulu proclamer l'indépendance, ils ne l'ont pas encore proclamé, mais qui ont réussi à sécuriser des territoires. Donc ils savent choisir parfois des bonnes personnes. Sur un cas qui est beaucoup moins glorieux, au Soudan, qui est ravagé par une guerre civile entre chefs de guerre actuellement, les Émirats sont très proches de la milice paramilitaire qui est héritière de ceux qui avaient fait le génocide au Darfour, qui continuent aujourd'hui à faire des génocides d'ailleurs, sur les populations du Darfour. Pareil, c'est parce qu'ils ont pris des mercenaires de ces milices pour les envoyer se battre au Yémen. Donc ils savent aussi trouver des mercenaires, ils savent faire alors bon, tout est relatif, mais en tout cas ils ne sont pas mauvais sur les stratégies diplomatiques en situation de conflit. Par contre, sur l'état de leurs forces armées, pour un pays du Golfe, je pense que c'est pas le pire. Maintenant, ça reste un pays qui est pas très nombreux, qui peuvent acheter des très hautes technologies, mais il faut être formé dessus. Donc voilà, face à l'Iran ou à la Turquie, c'est pas non plus comparable. Non, mais la question c'est aussi est-ce qu'ils ont effectivement dans leurs forces armées des étrangers qui... À ma connaissance, non. D'accord. Non, mais ils s'appuient beaucoup sur des mercenaires. Oui. Non, enfin, je parlais en dehors des mercenaires, je parlais au niveau force régulière. Ils vont beaucoup plus s'appuyer sur... Quand je dis mercenaires, c'est bien sûr les sociétés privées, c'est pas forcément de nous donner une image là aussi mythique. Moi, je peux rebondir là-dessus parce que j'ai travaillé 10 ans aux Émirats et pour les militaires. C'est mieux que moi le sujet du coup. Effectivement. Donc ils investissent énormément au niveau matériel. Ils sont au top, ils sont à la pointe, mais comme vous avez dit, ils ne sont pas tellement formés pour ça. Par contre, tout ce qui est la logistique et puis les réparations, la maintenance et tout ça, là, c'est fait par les étrangers. Oui, c'est pas les locaux. Les étrangers sont là, ils ne sont pas militaires, enfin, il y a une partie militaire, il y a aussi beaucoup de civils, mais c'est pour entretenir leur équipement. Mais ils partent pas au fond. Ok, ouais. Merci pour la précision. Ouais. Quel est le niveau de vie de la population? Entre Al Quwain et Dubaï, c'est très difficile à dire, entre la famille royale de Dubaï et une petite famille. Grosso modo, comme j'ai dit, il y a quand même la redistribution du pétrole, il y a quand même la possibilité
possibilité d'être sponsor d'étrangers qui veulent créer une entreprise. Donc, à ma connaissance, à part peut-être un cas précis ou deux, il n'y a pas de gens qui meurent de faim. Maintenant, il y a quand même... Malkouba, ils m'ont donné un exemple, mais on peut manger dans un resto du centre-ville pour 10 € pour 2 personnes. C'est impossible à Dubaï. Enfin, oui, centre-ville. C'est un bon repas d'ailleurs. Mais voilà, vous avez des gens où c'est vraiment des villageois. Enfin, ça peut être des urbains, mais ça peut être des villageois dans des petites villes où il n'y a pas beaucoup de redistribution. Donc ils ont un logement, ils ont accès à l'eau et à l'électricité. Donc on n'est pas sur la misère. Non, on n'est pas non plus sur le niveau de vie tel qu'on le voit, les gens qui disent les Émirats c'est Disneyland. Là-dessus, ça peut être très variable. Leur unité monétaire. Pardon? Leur unité monétaire. Le dirham, ouais, une monnaie. Une monnaie pour tous les Émirats, qui est le dirham. Est-ce qu'on est plutôt sur un mode, quel est le mode social de vie? Les gens sont déclarés dans le travail, les droits de l'homme par exemple. On pourrait le situer. La santé. L'accès à la santé. Plusieurs questions du coup. Je vais commencer par là. Je vais commencer là aussi. Alors, commençons par les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est assez délicat à dire, parce que, bon, en termes de liberté de la presse, on n'est clairement pas sur un record. Je reviendrai sur la liberté de la presse à la fin, cela dit. Mais il n'y a pas non plus tant d'abus que ça, mais parfois il n'y a pas beaucoup d'abus parce que on sait ce qu'on ne peut pas faire. Je donne un exemple qui n'a rien à voir, mais il y a plus de journalistes enfermés en Turquie qu'en Corée du Nord. Parce qu'en Corée du Nord, on sait qu'on ne peut pas rien dire. En Turquie, on ne sait jamais exactement où est la ligne. Donc les Émirats, je mettrai un petit peu là-dessus. On n'est pas sur une dictature comme en Corée du Nord. On est sur un régime qui a des services secrets très très présents dès que ça touche à des sujets sensibles. Donc on fait attention à ce qu'on dit. Alors on fait attention à ce qu'on dit. Quand on a un touriste qui vient 2 semaines, il fait ce qu'il veut. Quand on travaille sur une plateforme pétrolière, on ne s'amuse pas à téléphoner et à raconter tout ce qui se passe à des entreprises étrangères. Quand on vit là-bas, en général, ça on le ressent plus ou moins, on se dit, bon, il y a des choses, il y a des blagues, on ne s'amuse pas à les faire. Des blagues sur la famille royale, c'est peut-être marrant quand on est un touriste en 2 semaines. Quand on vit sur place, on se dit, ça serait dommage de prendre très cher pour pas grand-chose. Sur la santé, je parle vraiment sur la base de mes connaissances qui sont très limitées. Sur la santé, il y a beaucoup de mutuelles, et du coup, beaucoup de choses sont prises en charge, et en plus sont prises en charge par les entreprises, j'entends, quand on travaille. Et selon le type de mutuelle à laquelle on souscrit, on peut avoir beaucoup de choses prises en charge. Alors évidemment, c'est des contrats qui sont plus chers, mais des fois, je crois que même des cosmétiques peuvent être pris en charge dans certains cas par la mutuelle. Donc il y a quand même un bon niveau de santé. Il y a une stratégie à une époque, peut-être plus à Dubaï, mais de faire un peu de tourisme médical. Bon, à une échelle très limitée, mais il y a eu des choses un petit peu comme ça. C'est un bon niveau de santé. Après, c'est aussi un niveau de santé qui s'adapte selon les populations. Quand vous voulez dans les meilleurs hôpitaux qui coûtent les plus chers et qui sont complètement remboursés par les mutuelles les plus chères, vous avez plus de chances d'être émirati que quand vous êtes un travailleur pakistanais sur les chantiers. Qui ont aussi accès à la santé parce que, dans la théorie la plus pure, ça fait un autre point avec les droits de l'homme, mais dans la théorie la plus pure, la mutuelle est forcément prise en charge par l'entreprise qui l'emploie. Et beaucoup de... Normalement, oui. Même le Pakistan. Normalement, ils sont tous déclarés, normalement, ils ont tous les mêmes droits. En revanche, la réalité, c'est que parfois, certaines entreprises ne respectent pas ce droit et que sur la partie juridique, les Émirats, c'est toujours un flou. C'est souvent du flou en disant, si on a besoin de charger la personne, on trouvera de quoi la charger, mais on tolère beaucoup de choses, sur beaucoup de choses où on s'en fiche. Donc, les cas de personnes qui vont mourir sur les chantiers, etc., si on n'a pas envie d'embêter l'entreprise, eh ben, on va dire, oui, c'est un dramatique accident. Si maintenant, imaginons, on est le patron de l'entreprise qui a fait du business avec un prince héritier, qui est le rival de celui qui va prendre le pouvoir après, tous les cas d'accident de chantier peuvent tous ressortir d'un coup et tous vont tomber dessus. Et je reviens juste sur la question après, sur le mode de vie. Le mode de vie, ça dépend vraiment aussi. Vous avez des gens qui sortent, qui vont dans les centres commerciaux, etc. Il y en a qui sont plus sur un modèle beaucoup plus familial, beaucoup plus reclus sur eux-mêmes. Ça dépend vraiment des gens. Ouais. Excusez-moi, vous vouliez revenir sur la liberté de la presse? Oui, pardon, la liberté de la presse. Alors, c'était à Omal Kuwait d'ailleurs, j'ai passé qu'une journée là-bas, mais très riche en enseignements. J'avais acheté un journal là-bas, un journal local. Bon, il n'y a pas de liberté de la presse. Le traitement de l'information n'est pas forcément beaucoup moins bon que dans les médias principaux du monde occidental.
Et ça, c'est une réflexion que je me suis fait, alors une réflexion qui est très personnelle, hein, je ne suis pas là pour convaincre de quoi que ce soit, mais c'est pas parce qu'on interdit de dire certaines choses, ou plutôt c'est pas parce qu'on autorise de dire beaucoup de choses, qu'on a forcément une meilleure qualité d'information. C'est ce que je me suis dit en lisant des articles, parce que sur le cours de la bourse, ils étaient au niveau, sur l'économie du sous-continent indien, ils étaient au niveau, sur les analyses de ce qui se passait sur la guerre au Soudan, c'était pas moins bon qu'un article qui aurait pu être dans Le Monde ou dans Le Figaro. Je dis pas que c'est forcément meilleur non plus, mais je suis pas là pour dire qu'il faut plus ou moins liberté de la presse, hein. Je ne vais pas soutenir plus de dictature. Faut avoir vécu aux Émirats pour oser dire après qu'on préfère un modèle dictatorial. Quand on y a été et si on a eu des petits problèmes ou quoi, on se dit c'est quand même bien la démocratie. Mais plus de liberté d'expression n'implique pas nécessairement une meilleure qualité d'information. C'est ça que je voulais dire. Pardon. Je veux juste revenir, je suis chef d'entreprise à Dubaï, depuis 8 ans, et du coup je vais juste revenir sur la façon dont, en tant qu'employé, donc au niveau des tout ce qui est passeport, donc les grilles tarifaires, donc c'est par rapport au niveau de vie, par rapport aux gens qui vivent, s'installent là-bas. Donc c'est vraiment sous un créneau où par rapport au passeport, on a des grilles tarifaires, tarifs de rémunération qui sont mis en place. On ne peut pas en fait travailler si on n'a pas aussi de visa sur Dubaï. Donc les personnes qui sont là-bas, au bout d'un moment, sont obligées d'avoir un visa qui est mis en place par l'employeur. Voilà. Et du coup, par rapport aux assurances, pareil, c'est en fonction du travail, du poste, on peut accéder en fait à certaines mutuelles et meilleurs hospitaux, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment en fonction aussi du salaire qui est en place. Donc ça veut dire qu'ils sont payés en fonction de leurs origines, de leur nationalité. Sur des postes, voilà, en fait... Il n'y aura pas de problème, le visa touriste c'est 3 mois et après on rentre tranquillement chez soi. J'ai une question à poser par rapport à l'éducation des enfants, donc il y a à peu près 10%, donc les 90 autres pourcents, ils arrivent avec leur famille, comment ça se passe? Les enfants vont tous à la même école ou il y a des écoles particulières? En général, il y a des écoles privées par pays. Il y a les écoles nationales, mais je pense pas qu'elles soient beaucoup pour les étrangers. Pareil, j'ai très peu d'informations et je vous laisser peut-être répondre, vous saurez mieux que moi d'ailleurs. Mais en général, pour les Français, il y a des écoles françaises et chacun va avoir ses écoles à ce niveau-là. Mais en fait, il y a différentes écoles en fonction des nationalités. Donc, école suisse, école allemande, américaine, française. Et donc, en général, les gens qui viennent du pays sont orientés vers ces écoles. Même après une ou deux générations, c'est toujours pareil. Et puis, pour une autre information par rapport au visa, un exemple, j'ai un ami qui est né à Abu Dhabi et qui aujourd'hui ne se retrouve pas en cesse de travail, ne travaille plus. Et donc là, peu importe si on est né ou pas, si on n'a pas de visa, on n'est pas issu du pays où c'est également. Il faut absolument avoir un visa, même si on est né dans les Émirats et avoir les parents qui ont travaillé aussi pour le gouvernement. Donc, ça. J'ai compris, c'est peut-être mal, mais c'est quand même une plaque tournante du blanchiment d'argent. Une plaque tournante du blanchiment d'argent. Il y a Pas beaucoup de plaques tournantes du blanchiment d'argent et mais là, en France. c'est un paradis fiscal. Les zones franches. C'est un paradis fiscal comme Chypre, comme la Suisse. on peut amener son argent pour ça. Oui, non, mais oui. On va pas poser de questions sur sa provenance. Oui. Sur la question sur la provenance. Oui. Qu'il soit propre, sale ou issu de n'importe quelle origine, on s'en fout. Ça dépend quel bon, ça dépend de beaucoup de choses. Dans l'absolu, oui, comme c'est un paradis fiscal, c'est quelque chose qui est réel, oui. C'est quelque chose qui est réel. Sur les Émirats, la spécificité, on va dire, c'est que comme il y a des gens de vraiment partout, c'est plus facile de réinvestir dans les business qui peuvent être internationaux derrière. Sinon, les Émirats n'ont pas une grande spécificité de blanchiment d'argent par rapport à Chypre, à la Suisse, à Andorre ou n'importe quel paradis fiscal d'ailleurs. En revanche, comme on est effectivement sur une plateforme internationale économique en général, ça peut faciliter certaines personnes à aller plus facilement aux Émirats. Donc oui, il y a du blanchiment d'argent aux Émirats, comme dans d'autres pays. Je ne saurais pas dire vraiment si les Émirats c'est plus que la Suisse ou Chypre, ça je ne saurais pas le dire. Alors, quand est-ce que vous déménagez là-bas? Non. Pas maintenant. Vous n'avez pas franchi le pas? J'ai donné, on verra un jour.
Ça va dépendre du salaire. Est-ce que Quelles dans sont les le conditions climatiques? Les conditions climatiques, il fait très chaud en ce moment, on m'a dit. Très très chaud pour un mois de mai. Bon, on va dire que les mois les plus frais, il fait 20 degrés. Et après, ça monte à 40-45. Avec une spécificité, la côte, comme on est au bord de mer, c'est humide. On pense que c'est un climat désertique, mais la côte, c'est humide. Donc c'est chaud et humide. Ouais. 95% de taux d'humidité. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures, les maisons, parfois les arrêts de bus et les centres commerciaux sont tous climatisés. Et on fonctionne à 18 là-dedans, et on sort et il fait 45 dehors. Le choc, déjà, quand on a des lunettes, d'un seul coup, c'est tout blanc, on ne voit plus rien. Et puis s'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes de gorge, parce que évidemment c'est un choc thermique terrible. La planète. Il faut connaître l'arabe, enfin je veux dire ceux qui restent longtemps. Non, ah non, c'est tout le temps l'anglais. C'est l'anglais qui va vraiment faire la différence. L'arabe, ça peut faire une petite différence si on travaille, disons, avec des Libanais, des Égyptiens, mais pour l'Émirati, c'est pas nécessaire. Mais l'arabe ne sera pas beaucoup plus utile que le hindi, par exemple, si on travaille avec des Indiens ou des Pakistanais en ourdou, par exemple. Donc non, l'arabe n'est pas fondamental. Vous avez une question? Oui, est-ce que c'est une société donc, active, d'accord? Et comme il y a des différences quand même sociales, de revenus, etc., est-ce qu'il y a de la violence, de l'agressivité, des vols, comme dans toute société normale? Alors, pas normal. On pourrait savoir. Non, mais on est sur un monde. Non, je crois pas qu'ils coupent la main pour le vol, mais disons qu'on fait quand même très attention. Il y a très peu de délinquance. Ça m'est déjà arrivé d'oublier ma pochette, qui n'était pas la même, mais celle-ci. J'ai retrouvé le lendemain, on a rendu sans aucun problème. Donc non, en termes de délinquance, même mendier par exemple, c'est pas possible, c'est interdit. J'ai vu ça une fois et les gens se regardent et tiens, il y a quelqu'un qui mendie, mais s'il se fait attraper, il risque gros. Les taxis ont très peur quand on dit qu'ils ont arnaqué. Je dis pas que les taxis n'arnaquent jamais aux Émirats, mais si on dit je vais appeler ta société et dire que tu m'as volé, ils sont terrorisés parce que c'est soit la prison, soit l'expulsion directe. Donc on est sur un niveau de répression qui fait que on fait attention. Par contre, ce que je disais sur la partie un petit peu floue, sur la partie juridique, si pour une raison ou pour une autre on s'énerve contre un Émirati, je suis pas sûr qu'on soit gagnant, quelle que soit la justesse de la cause qu'on défend, je veux dire. Donc c'est un genre de choses où il y a peut-être plus de la violence symbolique qui peut exister, où on fait attention à qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, dans l'absolu, j'ai jamais vu de phénomène de violence personnellement aux Émirats. Alors c'est une expérience personnelle, je dis pas que c'est une réalité. En ayant vécu là-bas quelques mois, j'ai jamais rien vu. C'est un des endroits les plus sécurisés du monde. Oui, en termes de sécurité. Non, j'ai entendu dire que c'était Si les gens peuvent manger à leur faim, je veux dire ça. Ouais. Ah oui, bah ça. De toute façon, vu le nombre de gens aussi qui y vont, c'est que, quelles que soient les imperfections, il y a quand même. Ça apporte quand même une certaine stabilité et des avantages qui font que beaucoup y trouvent leur compte. Alors, je dis pas que c'est parfait, en termes de violence, pareil, d'un point de vue plus symbolique, mais les gens qui meurent sur les chantiers, des choses comme ça, c'est aussi une réalité, c'est une forme de violence. Après, c'est pas de la violence, c'est pas de la délinquance. Alors, c'est pas de la délinquance de rue, par exemple. Donc, rien n'est parfait, mais effectivement, ça permet d'avoir quand même un certain cadre de stabilité qui est favorable pour beaucoup de gens. Du trafic de drogue, on a ici, les rues sont propres. Peut-être que dans les boîtes de nuit, des choses comme ça, il y a sûrement des choses, mais. c'est bien que. Il n'y a pas de grévistes, c'est sûr. Peut-être. Là-dessus, je ne saurais pas répondre, mais c'est pas visible. Enfin, ceux qui connaissent peut-être. Ceux qui connaissent, oui, évidemment, mais c'est pas. Ouais, c'est pas très visible. C'est pas quelque chose c'est pas des choses qui se voient dans les coins de rue, par exemple. C'est clairement pas quelque chose qu'on verrait dans la rue déjà. Rien que la prostitution, par exemple, qui était interdite, alors je sais pas si elle a été autorisée à Dubaï, mais en tout cas maintenant, ça se voit plus dans les rues du souk notamment. C'était impensable il y a encore 5 ans. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais comment ils se sont mis d'accord, les proxénètes avec la police, pour dire, bon, maintenant, est-ce que tu accepterais de ne pas contrôler telle ou telle personne? Je me suis dit, comment a eu lieu cette discussion? Parce qu'il y a 5 ans, c'était impossible. Impossible de voir la prostitution dans la rue. Maintenant, dans certaines rues de Dubaï, très particulières, où il y a potentiellement soit des touristes, soit des travailleurs pauvres, ça se voit.
Mais c'est très récent. Et il y a la consommation d'alcool ou c'est interdit l'alcool? Alors pareil, c'est pas interdit, c'est autorisé dans certains lieux très très spécifiques qui sont notamment les hôtels internationaux. Je crois que sur la marina, il commence à y avoir quelques bars où c'est pas visible de l'extérieur, mais que ça peut se consommer à l'intérieur. Je crois, je suis pas sûr à 100%. Même c'est interdit, mais je crois qu'Abu Dhabi a commencé à brasser sa propre bière. Ce qui est original. Alors, nos prochaines vacances, vous nous les conseillez là-bas? Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour dire aux gens d'aller aux Émirats. Simplement, si on y va, je pense que c'est bien d'avoir les bonnes infos et se poser les bonnes questions avant d'y aller. Surtout, et ça, c'est mon côté un peu sur la provoque, mais quand les gens me disent les Émirats, j'irai jamais. Ah bon, pourquoi? Tu dis ça? Ah ouais, mais pourquoi? Mais attends, et j'aime bien faire, alors pas au niveau de la conférence, mais un petit peu les mêmes types de choses. Pourquoi tu dis ça? Mais est-ce que tu sais que? Mais maintenant, oui, si on n'aime pas les centres commerciaux et qu'on veut voir des œuvres anciennes, des monuments anciens, oui, les Émirats, c'est pas forcément la meilleure destination. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas c'est pas parce qu'il n'y a pas de monuments anciens. Sinon, il faut aller au Louvre, oui. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de monuments anciens, ou qu'il y a peu de pensionnats, mais qu'il y a peu de monuments anciens, que ça veut dire qu'il n'y a pas de culture, par exemple. Sinon, la Mongolie, c'est... Mais le tourisme a l'air cher, parce que 40 € l'entrée du musée... Oui, mais c'est uniquement celui-ci, sinon c'est pas du tout ce prix-là. Le musée de Dubaï, je crois que c'est 1 € l'entrée. Alors maintenant, ils ont fait un truc nouveau, c'est 10 €, mais c'est l'entrée pour 30 musées différents en même temps, je crois. Ouais. Dimanche soir, à la télé, je crois qu'il y avait l'émission Capital. Et justement, il y avait de la publicité pour des entreprises de loisirs qui s'installaient là-bas. La semaine coûtait 1 000 € tout compris, et c'était moins cher que d'aller la regarder. Oui. Ah, moi, ça m'a pas dit. C'était tout compris. Bah justement, ils ont mis leur communication touristique beaucoup plus sur un tourisme de masse comme ça pendant un moment. Et là, ils essayent, Abu Dhabi par exemple, essaye de mettre un petit peu plus un tourisme haut de gamme par rapport à Dubaï. Toute proportion gardée. Dubaï a aussi de toute façon son propre tourisme haut de gamme quand ils veulent. Mais on peut vraiment trouver un peu ce qu'on veut. On peut trouver un tourisme beaucoup plus culturel, c'est aussi possible. Maintenant, ceux qui font les pubs sur les chaînes grand public, ça va beaucoup plus être sur du tourisme de masse. Et on peut les trouver pareil pour tous les prix. Il y a peu d'endroits où c'est peu cher, mais c'est pas non plus des prix exorbitants. On peut trouver pour moins cher qu'en France des choses. On peut trouver des choses pour moins cher qu'en France. On peut trouver pour plus cher. On peut trouver pour tous les prix quasiment. Tout dépend de où on se situe après. Exactement. De où on se situe géographiquement, de qu'est-ce qu'on veut mettre et qu'est-ce qu'on veut voir. Il y a des vols directs alors? Oui. Direct pour Dubaï, pour Abu Dhabi. Je retrouve ça. Avec deux compagnies concurrentes d'ailleurs, enfin il y en a d'autres en plus, mais Emirates qui est la compagnie de Dubaï et EasyJet qui est la compagnie d'Abu Dhabi. Même je disais pendant le Covid, j'ai mon collègue avec une ancienne, il a dû prendre l'étape. C'est pas problématique. Pour revenir là, c'est aberrant. Et en dehors des centres urbains, il y a de l'agriculture. Enfin, ils font quelque chose de particulier? Oui, il y en a peu et c'est pas suffisant pour être autosuffisant évidemment vu les. Mais par exemple, c'était la toute première slide, un festival à Abu Dhabi qui s'appelle Hasra al-Hosn, qui est le nom du fort qu'on ne voit pas sur la photo. On va y arriver. Voilà. Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que je la trouve assez représentative. C'est un festival donc à Abu Dhabi où ils reprennent beaucoup d'éléments culturels. Et notamment, là c'était un stand où on pouvait boire du café. Il y en avait un autre avec la production de dattes, avec uniquement les dattes d'Abu Dhabi, avec les différentes régions qui ont chacune un goût un petit peu différent. Dubaï a ses propres dattes, chacun va avoir ses propres produits. Par contre, le marché des dattes uniquement émirati ne suffit pas à soutenir la demande de dattes aux Émirats, qui importent énormément d'Iran, donc forcément c'est pas non plus une culture d'exportation. Et donc il y a des petites productions agricoles qui sont possibles, oui. En dehors des dates, je n'aurais pas aller dans le détail, je sais qu'il y a de la pêche aussi. Comment? Non, le climat je pense qu'il ne permet pas du riz. Non, en dehors de dates, je ne saurais pas le dire. Je sais qu'il y a les palmeraies du coup, plus pour les dates autour de l'Ariane notamment. Il y a un peu de maraîchage. Comment? Il y a un peu de maraîchage. Ah oui. Un peu de maraîchage, ok. De la salade, des... Oui, mais les nouveaux, le système nouveau de maraîchage. Ok. C'est pas au sol, oui, oui. Hydroponique.
c'est-à-dire sans support. D'accord. C'est complètement hors sol. Enfin, si vous allez à la Villette, il y a des... Ils font des démonstrations de culture de ce type-là. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il va falloir rendre la salle. Donc la prochaine fois, c'est mardi 10 juin 2025, ce sera sur l'écologie enchantée de George Sand par Claire Robert, qui est docteur en littérature et civilisation française. Donc elle va nous parler de George Sand, de tout le travail qu'elle a fait au niveau écologie. C'est elle qui a défendu avec d'autres la forêt de Fontainebleau, qui a permis que cette forêt soit préservée. Parce qu'avant, sinon l'immobilier allait se jeter dessus. Donc c'est grâce à elle. Donc elle va nous en parler. Voilà, j'espère que vous. Merci beaucoup.